Le Colisée, c'était pas fait pour le fair-play, c'était fait pour le spectacle, et peut-être aussi pour que les empereurs évitent de se taper la paperasse. Aujourd'hui on a des stades de foot, les Romains ils avaient des stades de chaos. Si t'allais au Colisée en espérant de la justice, t'étais aussi déçu qu'un mec qui pique-nique sous l'orage. La foule, elle cherchait pas l'équilibre, elle était pas là pour voir qui se battait le mieux, elle était là pour voir qui tombait le mieux. Le top du top? Une chute théâtrale à souhait, avec les bras qui s'agitent et une tronche tragique. Soyons honnêtes, la définition du divertissement chez les Romains, c'était costaud. Un combat parfait entre deux gladiateurs entraînés, ça arrivait, bien sûr. Mais bien plus souvent, il y avait les amuse-gueules, des criminels, des captifs, ou des mecs super malchanceux qui devaient de la thune aux mauvais sénateurs. Ces gens-là, on leur filait l'équivalent d'une cuillère pointue et on leur disait de faire ça avec panache. Et ils assuraient le show, crois-moi. Le Colisée, c'était pas juste un stade, c'était une sorte de thérapie collective. La vie dans la Rome antique, c'était stressant, des pestes, des pénuries de blé, des incendies de temps en temps. Regarder quelqu'un d'autre passer une journée vraiment pourrie dans un environnement contrôlé, c'était leur façon de décompresser. Et c'était gratuit, financé par l'empereur. Les jeux, c'était un aimez-moi SVP en grande pompe. T'avais du blé, une place assise, et une vue sur un mec qui court devant un éléphant en colère. Que demander de plus? Même l'architecture encourageait l'inégalité. L'empereur avait le meilleur siège, les sénateurs avaient des coussins, et tous les autres, un banc en pierre et un coup de soleil. Les pauvres types dans l'arène, eux, ils avaient un public. Donc, l'équité, c'était pas vraiment la priorité. C'était pas un match d'escrime, c'était la version romaine du dîner-spectacle. Sauf que le dîner incluait des loirs frits et que le spectacle se terminait en hurlements. Si t'étais un participant, on te jugeait pas sur ton ratio victoire-défaite, mais sur le volume sonore de la foule quand tu te prenais les pieds dans le tapis et que tu tombais direct dans un filet. Rien de tel qu'un service public qui consiste à forcer un civil sans entraînement à affronter un pro lourdement armé devant 50 000 inconnus. Les Romains avaient un mot pour ça, divertissement. Et même si nous on a des jeux télé et des concours de cuisine, eux, ils préféraient un truc avec un peu plus de risques et beaucoup moins de règles. Genre, un match gladiateur contre amateur. Une tradition charmante où un tueur entraîné affrontait, disons, un boulanger avec une épée ou un bureaucrate en pleine crise existentielle. C'était pas juste des erreurs de parcours, c'était planifié. Parfois, les amateurs étaient volontaires, parfois c'était des criminels condamnés, et parfois c'était juste des types qui auraient vraiment dû lire les petites lignes. Les gladiateurs, contrairement à ce qu'on voit dans les films, c'étaient pas tous des esclaves anonymes. Certains étaient volontaires, d'autres étaient des stars, et tous étaient super entraînés. Ils vivaient dans des écoles, avaient des coachs, et étaient en gros des athlètes pros, sauf qu'ils avaient plus d'armure et moins de contrats de pub. Imagine maintenant que tu envoies un de ces mecs affronter quelqu'un qui a appris le maniement de l'épée en regardant Zorro à la télé. Le résultat était prévisible, et c'était ça le but. C'était pas du suspense, c'était du spectacle. Le public voulait pas un combat équitable, il voulait acclamer le vainqueur évident tout en faisant semblant de croire que l'autre avait une chance. C'était la version romaine du type qui regarde un écureuil essayer de conduire un char. Et pour l'amateur? Eh bien, il avait des options. Option 1, survivre assez longtemps pour être vaguement impressionnant. Option 2, survivre assez longtemps pour que la foule ait pitié de toi. Option 3, te faire dégommer tellement vite et de façon tellement spectaculaire que le public rigole et que l'empereur approuve d'un signe de tête. Si t'étais particulièrement charmant ou spectaculaire, tu pouvais même obtenir un sursis. Les Romains adoraient les histoires d'outsiders, surtout si l'outsider saignait juste ce qu'il faut. Mais la plupart du temps, l'issue était réglée avant le début du match. Le public le savait, les combattants le savaient, même le mec qui balayait le sable le savait sûrement. Disons que t'es accusé d'un crime dans la Rome antique. Peut-être que t'as volé un truc, peut-être que t'as regardé la statue de l'empereur un peu trop longtemps, peut-être que ton voisin t'aime pas, c'est tout. Félicitations, t'es qualifié pour une apparition spéciale au Colisée. Et par apparition spéciale, on veut dire que tu vas faire la connaissance d'un lion, de près, personnellement, et probablement sans prévenir. La damnatio ad bestia, ou condamnation aux bêtes, c'était une tradition romaine qui posait une question importante, et si notre système judiciaire était aussi un zoo? C'était la solution de Rome à tous les problèmes, du vol à la trahison. Tu jettes l'accusé dans l'arène, tu ouvres une porte, tu lances la musique, et c'est la panique.
Les lions, c'étaient pas des chats ordinaires. Ils étaient importés, souvent d'Afrique du Nord, et traités comme des stars. Ils avaient un meilleur transport que la plupart des citoyens, et parfois une meilleure nourriture. Le prisonnier, lui, il avait une tunique et un vague sentiment de doom. Pas d'armure, pas d'armes, parfois un bâton. Parce que rien n'est plus équitable que de filer une brindille à quelqu'un et de lui dire de faire en sorte que ce soit passionnant. C'était pas un combat, c'était un message. L'Empire te punissait pas juste, il te faisait participer au spectacle. Plus tes derniers instants étaient spectaculaires, plus le public applaudissait, plus l'empereur souriait, et plus tout le monde oubliait qu'il avait du retard sur son loyer. Et oui, les gens amenaient leurs enfants. Parce que pourquoi aller au forum quand tu peux enseigner à tes gosses des leçons de vie précieuses, comme ne commets pas de fraude, sinon tu finiras en déjeuner? Parfois, les condamnés surprenaient tout le monde. Ils couraient, ils esquivaient, ils grimpaient. Il y a au moins un récit d'un homme qui a fait le mort de façon tellement convaincante que le lion a perdu tout intérêt. Malheureusement, le public n'était pas du même avis. Ils se sont assurés que le spectacle continue. Si tu te dis que tout ça est excessif, les Romains auraient été d'accord. Mais seulement si tu suggérais de ne pas utiliser de lion. Ça aurait gâché l'esthétique. Donc, disons que le match avec le lion est terminé et que le public en a eu assez de voir des prisonniers désarmés se lier d'amitié avec le destin. Quelle est la prochaine étape? Naturellement, on arme quelques personnes et on les renvoie dans l'arène. Mais avec plus d'animaux, et des plus bizarres. Bienvenue au Venation, la version romaine de l'homme contre la nature. Si la nature était super énervée et que l'homme portait des sandales de gladiateur. C'étaient des chasses mises en scène ou des combattants spécialement entraînés, ou, soyons honnêtes, n'importe qui était disponible et ne devait pas trop de faveurs, recevait des armes et on leur disait, et essayait de ne pas avoir l'air nerveux. Le Colisée était transformé en une fausse nature sauvage. De faux arbres, du sable importé, peut-être même un peu d'arbustes si quelqu'un avait le budget. Ensuite, on lâchait des animaux sauvages. Des léopards, des ours, des autruches, des rhinocéros, des crocodiles. En gros, tout ce qui pouvait piétiner, charger ou profondément perturber un public. Les combattants étaient censés les combattre avec des lances, des filets, ou, dans certains cas, absolument rien d'utile. Il y a des histoires d'hommes envoyés avec des frondes ou des bâtons, ce qui est à peu près aussi efficace que de crier « arrête » à un sanglier qui charge. Et voilà le truc, c'était toujours pas un combat équitable, mais dans le sens inverse. Parfois, les animaux étaient malades, drogués ou affamés pour faciliter les choses. D'autres fois, ils étaient juste lâchés dans le chaos, sans savoir s'ils étaient censés attaquer ou auditionner pour une tragédie. Mais ça n'avait pas d'importance. Le but, c'était pas la survie, c'était le spectacle. Est-ce que le public se souciait des animaux? Pas vraiment. Si un rhinocéros réussissait à envoyer un homme en l'air comme une pièce de monnaie décorative, ils applaudissaient. Si l'homme gagnait d'une manière ou d'une autre, ils applaudissaient encore plus fort. Il n'y avait pas de perdant, juste du divertissement. Et parfois, les animaux s'associaient. Dans un récit, un ours et un lion auraient ignoré les humains et se seraient battus entre eux. Le public adorait ça. L'organisateur a probablement été promu. C'était pas de la chasse, c'était pas du combat. C'était ce qui arrive quand un empire devient assez riche pour inventer de nouveaux loisirs et assez blasé pour transformer la chaîne alimentaire en théâtre d'improvisation. À ce stade, le Colisée avait trouvé son créneau, prendre quelque chose de brutal et le rendre encore plus bizarre. Mais quand il voulait vraiment impressionner le public, il plongeait dans la mythologie. Parce que pourquoi se contenter d'exécuter quelqu'un quand on peut recréer une légende en même temps? Cette tradition charmante était connue sous le nom de charade fatale. Pas un jeu, malheureusement, mais une forme d'exécution publique qui mêlait narration et peine créative. Imagine un condamné déguisé en Icare, attaché à de fausses ailes, et poussé d'une plateforme. Non, il n'a pas volé. Non, ce n'était pas subtil. Les Romains adoraient la mythologie, les dieux, les héros, les fins tragiques. Alors, au lieu de simplement s'occuper des criminels, ils réinventaient leur mort comme des performances. Le public ne regardait pas juste la justice, il regardait de l'art. De l'art violent financé par l'État. Prends l'histoire de Prométhée, par exemple. Dans le mythe, il est enchaîné à un rocher et il a un certain problème récurrent avec un aigle. Au Colisée, ils ont zappé le rocher et ont utilisé des accessoires de scène. Mais l'aigle, lui, était vrai. Ou Orphée,
le musicien tragique qui a essayé de sauver sa femme des enfers. La version romaine, un homme en tunique avec une harpe traverse l'arène, puis quelqu'un lâche discrètement quelques gros animaux qui n'y connaissent rien. Ça ne s'est pas terminé en musique. Le public, bien sûr, adorait ça. Enfin, de la culture et du divertissement réunis. Tu pouvais te sentir raffiné en reconnaissant le mythe et continuer à pointer du doigt et à te moquer quand le gars en perruque d'Apollon trébuchait sur ses sandales. Est-ce que ces performances étaient fidèles aux histoires originales? Pas du tout. Mais la fidélité n'était pas le but, le spectacle l'était. S'ils se souvenaient bien de l'intrigue, tant mieux. Sinon, ils inventaient juste une nouvelle version où Hercule perdait un pied. Pour être clair, ce n'étaient pas des pièces de théâtre. Les interprètes n'étaient pas des acteurs. C'étaient des personnes qui avaient été condamnées à mort et qui étaient maintenant censées aider à donner vie à une histoire avant de la quitter dans l'acte final. Pas de salut, pas d'applaudissements. Juste un signe de tête bien placé de l'empereur et une foule satisfaite qui se sentait un peu plus cultivée, bien que quelqu'un venait de se faire zeuser depuis un échafaudage. Juste au moment où tu penses que le Colisée ne peut pas être plus dingue, Rome dit, et si on en faisait un lac? Oui, à différents moments de son histoire ancienne, le Colisée a accueilli des simulations de batailles navales, appelées nomachie. Parce que quand t'as déjà transformé des exécutions en théâtre, l'étape suivante logique est de simuler une guerre maritime dans un bâtiment qui n'est absolument pas près de la mer. Les ingénieurs romains, qui avaient clairement du talent et beaucoup trop de temps, ont trouvé comment inonder le sol de l'arène. Pas avec du symbolisme, avec de l'eau réelle. Le genre qui fait flotter les bateaux et paniquer les marins inexpérimentés. Le plan était simple, remplir le sol, jeter quelques navires, et mettre en scène une bataille avec de vraies personnes qui étaient souvent moins informées sur l'aviron que le public. Parfois, ces fausses batailles reproduisaient des affrontements maritimes célèbres. D'autres fois, c'était juste des équipes de captifs à qui on disait « Ramez, battez-vous et essayez de ne pas avoir l'air de n'avoir jamais vu de rame de votre vie ». Et parlons de ces bateaux. Ils étaient plus petits que de vrais navires de guerre, bien sûr. Essaie de faire entrer une flotte entière dans un amphithéâtre et regarde jusqu'où tu vas. Mais ils étaient quand même décorés avec de la peinture, des drapeaux et des armes bien réelles. Ce qui signifiait qu'il y avait de fortes chances que quelqu'un tombe à l'eau, soit poussé à l'eau, ou saute simplement à l'eau parce que ça semblait être la meilleure option. Le public regardait d'en haut, comme des passagers de croisière regardant un incendie de buffet. À la fois confus et ravis. Personne ne se souciait vraiment des tactiques navales. Il voulait voir si quelqu'un tombait du bateau de façon spectaculaire. Bonus s'il criait quelque chose de poétique en le faisant. Et oui, il y avait des moments de drama. Des navires qui entraient en collision, des combattants qui sautaient d'un pont à l'autre, des gens qui poignardaient accidentellement leurs alliés avec des lances. Honnêtement, c'était moins une stratégie navale qu'un chaos flottant avec des costumes. Finalement, le Colisée a arrêté de s'inonder pour ces spectacles. Probablement parce que l'eau et le béton antique ne font pas le meilleur couple à long terme. Mais pendant un certain temps, les Romains ont eu leurs batailles maritimes, leurs éclaboussures et leurs rires. Même si la moitié des participants ne savaient pas nager et que l'autre moitié ne savait pas diriger. Parfois, même les combats mis en scène n'étaient pas assez spectaculaires. C'est alors que les organisateurs sortaient le party pack, des bandeaux, des chaînes, des armes assorties et un mépris général pour les lois de la physique ou la décence commune. Pourquoi? Parce que l'équité, c'est ennuyeux. Mais regarder quelqu'un essayer de se battre les yeux bandés, c'est hilarant pour tout le monde sauf pour la personne qui porte le bandeau. Une variante populaire consistait à prendre un combattant parfaitement compétent et à rendre sa vie beaucoup plus difficile, juste pour le divertissement. Enlève son armure, raccourcis son arme, ou donne-lui quelque chose de complètement inutile comme un filet, ou pire, une épée en bois. Rien ne dit bonne chance comme entrer dans l'arène en tenant ce qui est essentiellement un bâton provenant d'un jouet pour enfants. Ensuite, il y avait les chaînes. Les combattants étaient parfois enchaînés aux chevilles, aux poignets, ou aux deux. Parce que, évidemment, si t'as déjà suivi un entraînement pour survivre à un duel armé devant des milliers de personnes, ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'être physiquement entravé pendant que tu le fais. En plus, ça rend les esquives beaucoup plus interprétatives. Certains étaient forcés de se battre en étant attachés ensemble. Oui, l'un à l'autre. Ça s'appelait la course à 3 jambes du destin. D'accord, pas officiellement, mais ça aurait dû. Imagine essayer de survivre alors que la panique de quelqu'un d'autre dicte tes mouvements. L'un trébuche, les deux tombent, et la foule devient folle. Bien sûr,
ces gadgets n'étaient pas utilisés sur n'importe qui. Les gladiateurs étaient des investissements. Ceux qui attiraient les foules et avaient une réputation étaient épargnés par les arrangements les plus ridicules. À moins que le public ne s'ennuie et que l'empereur veuille rire, alors tous les paris étaient ouverts. Et n'oublions pas l'adversaire surprise occasionnelle. Tu penses que tu te bats contre un seul gars, et soudain, une trappe s'ouvre et un deuxième en sort. Ou encore mieux, quelque chose avec des griffes. Imagine un match de la WWE où le sol crache au hasard un ours. La Rome antique faisait ça, mais sérieusement. Rien de tout cela n'était dans le règlement, principalement parce qu'il n'y avait pas de règlement. Juste une checklist. Est-ce divertissant? Est-ce absurde? Est-ce que ça peut être nettoyé avant le prochain match? Tu pourrais supposer que le Colisée romain, dans toute sa splendeur chaotique, accordait à son public une pause entre les événements. Un moment pour s'étirer, prendre quelques olives, peut-être parler de la qualité des accessoires des gladiateurs. Et techniquement, oui, il y avait un entracte. Mais, à la romaine, même ça a été transformé en spectacle. Bienvenue au Meridiani, la pause de midi. Alors que la matinée avait des chasses aux bêtes et que l'après-midi promettait des duels de gladiateurs, le déjeuner était réservé à quelque chose d'un peu plus procédural, les exécutions publiques. Parce que rien ne s'accorde mieux avec ton pain du midi que l'idée que l'Empire se fait d'une procédure régulière. Ces exécutions n'étaient pas spontanées. Elles étaient planifiées, organisées, chronométrées avec la précision d'une pièce de théâtre. Les condamnés, généralement des criminels, des déserteurs, ou des gens qui avaient agacé le mauvais bureaucrate, étaient amenés devant la foule pour que la justice soit rendue haut et fort et sans paperasse. Personne ne s'attendait à du drama. Ce n'était pas un combat, c'était un avertissement. Ne soyez pas comme ce type, disait l'Empire. Et, s'il vous plaît, profitez de vos olives. Et les méthodes. Disons simplement qu'elles étaient créatives. Parfois, c'était rapide, une conclusion nette, et on passait à la suite. D'autres fois, c'était inutilement élaboré, surtout si la personne avait fait les gros titres. Les Romains croyaient la justice, ça doit être efficace, théâtral et, idéalement, sponsorisé par quelqu'un en toge. La foule, à ce stade, elle est habituée. Les gamins réclament de meilleures places, les marchands ambulants vendent des snacks, personne ne bronche. Au contraire, les gens s'énervent quand ça dure trop longtemps. Allez, on est là pour les vrais combats, marmonne quelqu'un. Et c'est ça qui rend ce moment tellement absurde. Pour le public, les exécutions, c'est juste du contenu de remplissage, comme des pubs. Sauf qu'au lieu de faire la promo d'un savon, ils démontrent pourquoi il ne faut pas en voler un. Et si ça vous met mal à l'aise, c'est un peu le but. Le Colisée, c'est pas juste une arène, c'est une mise en scène de contrôle soigneusement orchestrée. Chaque moment, y compris l'entracte, est conçu pour rappeler au public qui a le pouvoir et ce qui arrive quand on le conteste. Dans les sports modernes, ce sont les arbitres qui prennent les décisions. Au Colisée, le verdict final vient de milliers de spectateurs en sueur, qui ont trop mangé de pain et qui sont peut-être à 2 coupes de vin près. Oui, à Rome, la justice est crowdsourcée. Après un combat de gladiateurs, le perdant ne meurt pas toujours sur le coup. S'il s'est bien battu, ou au moins s'il s'est agité avec enthousiasme, la décision finale revient au public. Va-t-il vivre pour se battre un autre jour ou devenir un conte moralisateur pour les futurs faux pas? Entre en scène les pouces. Vous avez sûrement entendu parler du fameux pouce vers le bas signifiant la mort. Sauf que plot twist, les historiens ne sont pas tout à fait sûrs de quel pouce voulait dire quoi. Certaines sources disent que le pouce vers le haut signifiait l'exécution, comme une épée que l'on dégaine. D'autres disent que le pouce vers le bas signifiait rengainer la lame, donc la clémence. Et d'autres encore affirment que les gestes n'avaient même pas de rapport avec les pouces, mais plutôt avec des mouvements de main vagues qui donnaient envie aux gladiateurs que les Romains aient juste inventé des tableaux de score. Quoi qu'il en soit, la réaction du public comptait, et il n'était pas timide. Il venait au Colisée prêt à acclamer, à huer et à hurler des avis non sollicités à des personnes qui se battaient littéralement pour leur vie. C'était Yelp version antique, mais avec plus de tuniques et moins d'étoiles. Si un combattant était ennuyeux, il pouvait être accueilli par le silence. La pire des issues possibles. S'il était excitant, la foule rugissait pour la clémence, la punition, ou les deux. C'était un peu flou, honnêtement, mais très bruyant. Certains gladiateurs courtisaient les faveurs. Ils jouaient pour le public. Ils avaient des fans. Oui, de vrais fan clubs.
Certains combattants étaient connus par leur nom, et certains avaient même du merchandising. Bon, pas du merchandising officiel, mais les gens portaient des gravures d'eux. Même principe. Et si l'empereur était présent, oh là là, ça devenait politique à vitesse grand V. Il pouvait annuler le vote de la foule, accordant la clémence ou insistant sur l'exécution. Quoi qu'il en soit, il lisait l'ambiance comme un stand-up comique, mais avec des enjeux plus importants et moins de blagues. Enfin, ça dépendait de l'empereur. Donc, même si les jeux avaient l'air chaotiques, ils étaient bizarrement démocratiques. Du moins pour les combattants. Si tu divertissais, t'avais une chance. Si tu ne divertissais pas, eh bien, la foule était prête à voter avec sa voix, ses mains, et parfois ses sandwichs. Parce qu'au Colisée, la survie n'était pas qu'une question de compétence, c'était une question de donner au public un bon spectacle et d'espérer qu'il soit d'humeur généreuse. De toutes les créatures auxquelles tu pourrais t'attendre à affronter au Colisée, les lions, les tigres, ce type avec un filet, l'humble sanglier sauvage ne serait probablement pas en tête de liste. Mais dans la Rome antique, les cochons, c'était pas juste de la nourriture, ça faisait partie du divertissement. Et pas dans le genre mignon de la ferme pédagogique. Les sangliers sauvages, c'était pas une blague. C'étaient des béliers nés dans la forêt, musclés, armés de défense et de sabots. Imaginez-les comme des boules de bowling en colère de la nature, avec moins de pitié et plus d'élan. Maintenant, imaginez l'un d'eux vous charger devant une foule en liesse pendant que vous essayez d'avoir l'air héroïque dans une jupe en cuir. Les gladiateurs étaient entraînés pour beaucoup de choses, mais la stratégie anti-cochon n'était pas en tête de leur programme. Parfois, les sangliers étaient utilisés dans les chasses aux animaux, les venations. Ils étaient lâchés dans l'arène pour que les combattants les abattent avec des lances. D'autres fois, dans le but de pimenter les choses, les sangliers étaient introduits en plein combat, comme des invités surprises. Rien n'égayait un duel comme un cochon de 150 kilos qui traversait la scène au galop sans y être invité. Dans au moins un événement, les registres décrivent un animal tellement agressif qu'il a chargé à travers les accessoires, a ignoré son gardien et a failli percuter la première rangée. Les Romains ont adoré ça. Rien n'est plus parlant pour un bon financement public qu'un cochon volant. Et si vous vous demandez comment ça compte comme du divertissement pour le public romain, l'imprévisibilité était le but. Un lion était majestueux, un tigre était terrifiant, mais un sanglier, c'était hilarant. Surtout quand quelqu'un le sous-estimait. Même les empereurs se sont joints à l'action. Certains ont organisé des chasses à thème, présentant leur collection d'animaux exotiques, y compris des cochons particulièrement féroces, juste pour prouver à quel point leur empire était bien approvisionné en bacon et en bravade. Les combattants, pendant ce temps, essayaient surtout de survivre. Tu pouvais t'entraîner à contrer une épée, tu pouvais anticiper un humain, mais un sanglier sauvage, c'était le chaos pur en forme de cochon, avec des défenses qui transformaient les rotules en danger. Et dans la grande tradition du divertissement romain, personne ne posait la question importante, devrions-nous faire ça? Il demandait juste, est-ce qu'on peut faire entrer un autre sanglier dans cette scène? Spoiler, il le pouvait, et il le faisait souvent. Le sol de l'arène n'était pas une simple étendue de sable. En dessous se trouvait un labyrinthe de tunnels, de cages, d'ascenseurs et de poulies, tous soigneusement conçus pour gâcher l'après-midi de quelqu'un. Ces merveilles mécaniques permettaient aux machinistes de faire monter des animaux, des accessoires ou parfois des décors entiers dans l'arène avec un timing théâtral dérangeant. T'es un gladiateur en plein combat, tu transpires sous le soleil romain, et juste au moment où tu vas gagner, boum, le sol s'ouvre et un léopard en sort. Il ne fait pas partie du match, c'est juste du contenu bonus. Ce n'était pas accidentel. Les organisateurs d'événements romains, oui, c'était essentiellement un vrai métier, adoraient les surprises. Pourquoi avoir un duel normal quand tu peux le transformer en un parcours d'obstacles avec des lions cachés? Et ce n'était pas que des animaux. Parfois, des chars débarquaient, parfois des fosses remplies de feu, parfois de grandes constructions en bois censées représenter des décors mythologiques, comme les enfers ou un volcan mal fait. Tout était conçu pour maintenir l'attention du public et profondément perturber les participants. Cela transformait le combat en théâtre, et le théâtre en chaos absolu. Tu ne te battais pas juste contre ton adversaire, tu te battais contre le sol, les accessoires et ton sentiment croissant que quelqu'un dans les coulisses était en train de rire très fort. Ces trappes étaient actionnées par des équipes d'esclaves et d'ouvriers sous la scène, coordonnant le timing avec la précision d'une opération militaire, ou du moins d'un cirque légèrement chaotique. Un mauvais levier et soudain un ours apparaissait dans la mauvaise scène, ou pire, n'apparaissait pas du tout, laissant deux combattants tourner maladroitement l'un autour de l'autre pendant 20 minutes.
Pour le public, c'était passionnant. Pour les combattants, c'était une leçon d'humilité et une conscience accrue de leurs chevilles. Parce qu'au Colisée, tu n'affrontais pas seulement des adversaires, tu affrontais l'architecture, la scénographie et l'engagement profond de l'Empire romain à surprendre les gens avec des choses désagréables. Si les dieux favorisaient vraiment les braves, alors ils appréciaient sûrement aussi ceux qui réussissaient à ne pas tomber à travers une trappe en pleine pause de victoire. À première vue, les matchs gladiateurs contre gladiateurs semblent être la partie la plus équitable du programme du Colisée. Deux professionnels entraînés, à peu près égaux, qui s'affrontent devant une foule rugissante, comme l'UFC antique, mais avec de meilleurs costumes. Mais bien sûr, c'est Rome, et l'équité, comme toujours, était facultative. Alors que certains combats étaient équilibrés pour créer une tension dramatique et susciter l'intérêt de la foule, beaucoup d'autres étaient truqués plus vite que la campagne de réélection d'un politicien. Un combattant pouvait être un vétéran chevronné avec des années d'expérience dans l'arène, l'autre une recrue terrifiée qui venait de comprendre quel côté de l'épée était le côté qui blesse. Et ne vous attachez pas trop à l'idée d'armes standard non plus. Parfois, un combattant recevait un gladius et un bouclier, l'autre recevait un filet et un trident. Pas parce que c'était logique sur le plan tactique, mais parce que le public aimait la variété et que quelqu'un dans la planification des événements avait un don pour le chaos. Ces associations bizarres avaient des noms. Le secutor contre le rotirius, le gars au trident, était particulièrement populaire. L'un avait une armure, un grand casque et un équipement traditionnel. L'autre ne portait presque rien, portait un trident glorifié et comptait sur l'esquive pour survivre. C'était moins une bataille d'ego et plus une question de savoir si Speedy MC Barfoot pouvait éviter d'être aplati. Pourquoi ces déséquilibres? Parce que Rome aimait le contraste. La vue de deux combattants équipés de la même manière était ennuyeuse. Mais jeter un char blindé massif contre un lanceur de cordes filiforme et presque nu, voilà du divertissement. Et si un gladiateur avait une base de fans en croissance ou un commanditaire à impressionner, le match pouvait être incliné en sa faveur. Pas pour qu'il puisse faire ses preuves, mais pour qu'il ait l'air encore plus cool en gagnant. Les gladiateurs n'étaient pas que des combattants, c'étaient des investissements. Des noms de marque ambulants. Si quelqu'un avait une série de victoires spectaculaires ou un style de combat distinctif, l'Empire en profitait. Les fans achetaient des figurines, les enfants rejouaient leurs victoires. Le merchandising n'était pas officiel, mais il existait. Alors oui, parfois, il recevait une victoire facile juste pour maintenir la légende en vie. Le combattant perdant, eh bien, il était soit oubliable, soit malchanceux, peut-être les deux. Parce qu'au Colisée, l'équilibre était une illusion. Le public ne venait pas pour le fair play, il venait pour voir quelqu'un dépasser, espérons-le, déjouer. Et si cette personne gagnait quand même, voilà une histoire. Si vous pensiez que le Colisée romain ne concernait que les épées et le sable, détrompez-vous. Il s'agissait aussi de spin. Et pas le genre qui se produit quand quelqu'un se fait frapper trop fort et tombe dans une spirale dramatique. Non, il s'agissait de politique. Le Colisée n'était pas qu'un lieu pour divertir les masses, c'était une machine de relations publiques construite sur mesure pour rappeler à chacun exactement qui était aux commandes. Chaque événement, chaque match, chaque boops, on a lâché 2 tigres, faisait partie d'un message impérial soigneusement élaboré, obéissez, ou. Les exécutions n'étaient pas que des punitions, c'étaient des déclarations. Les traîtres, les rebelles ou simplement les personnes qui avaient agacé des sénateurs puissants étaient expédiés publiquement et de façon théâtrale, souvent avec un contexte et une mise en scène. Un jour, vous êtes dans un parchemin avec une mauvaise opinion, le lendemain, vous jouez le rôle du héros déchu numéro 2 dans une reconstitution d'un mythe auquel vous n'avez pas demandé à participer. Et l'empereur, il ne se contentait pas de regarder, il jouait le rôle principal. Il était assis à la meilleure place, naturellement. Pile au centre, avec beaucoup d'ombre et juste assez près de l'action pour hocher la tête pensivement quand quelqu'un était décapité artistiquement. La foule le regardait autant que les combats. Ses réactions comptaient. S'il levait le pouce, ce n'était pas qu'un geste, c'était un titre de journal. Certains empereurs utilisaient les jeux pour gagner les faveurs. Du pain et des jeux, souvenez-vous. Gardez le peuple nourri et distrait, et il ne remarquera pas que le budget de l'Empire s'effondre. D'autres l'utilisaient pour intimider. Une exécution publique par-ci, un lion surprise par-là. Très motivant. Et si vous aviez la chance d'être un gladiateur populaire, vous pouviez même être utilisé politiquement. Battez-vous bien, et vous êtes la preuve de la force de Rome. Refusez de mourir correctement, et soudain, vous êtes un fardeau. Parfois,
des événements entiers étaient mis en scène autour de récits politiques. Célébrer une victoire militaire? Super! Reconstituons-la dans l'arène avec des figurants et de vraies victimes. Accueillir un dignitaire étranger? Montrons-lui qu'il passe un bon moment avec des tigres. Rien n'impressionne plus un dignitaire en visite qu'un type en armure sautant au-dessus d'un hippopotame. Alors oui, le Colisée était la conférence de presse la plus violente de Rome. Chaque éclaboussure de sable et chaque effondrement dramatique faisait partie de la stratégie de communication plus large de l'Empire. Rome est forte, Rome est glorieuse et Rome regarde, c'est sûr. Avec tous les déséquilibres, les trappes, les cochons armés et les connotations politiques, pourquoi le Colisée est-il resté ouvert si longtemps? Simple, Rome était accro au spectacle. Ce n'était pas que des spectacles, c'était des événements culturels, des outils politiques, du ciment social et parfois une thérapie discutable sur le plan juridique pour une civilisation qui avait désespérément besoin de loisirs. L'Empire était grand, compliqué et souvent en feu. Parfois littéralement. Mais donner aux gens un match de gladiateurs, et soudain, tout semblait stable. La formule fonctionnait. Un citoyen blasé et surtaxé pouvait se plaindre des pénuries de blé, mais offrez-lui une place au Colisée, un snack et une vue de première ligne sur quelqu'un qui se bat avec une panthère en perruque, et soudain, la vie n'était plus si mauvaise. C'est la construction d'un empire, sans distraire, éblouir, répéter. Et les empereurs adoraient ça. Les jeux leur donnaient des taux d'approbation instantanés. Vous voulez gagner la foule après avoir augmenté les impôts? Organisez un festival d'une semaine. Vous avez insulté accidentellement le Sénat? Lâchez des chars en feu et des tigres. Vous voulez qu'un général se sente insécure? Faites jouer son ennemi le rôle du héros dans un mythe reconstitué et oubliez de lui dire que c'est une métaphore. Le Colisée était le flux de médias sociaux original. Des mises à jour constantes, du drama constant. Un endroit où les carrières se faisaient, les ennemis étaient effacés et votre image publique pouvait être définie par un simple geste du pouce. Pas de section de commentaires, juste des applaudissements tonitruants ou un silence complet, ce qui à Rome était en gros un vote négatif. Mais même les plus grands empires se lassent avec le temps. Les spectacles sont devenus moins extravagants, les animaux plus difficiles à importer, le public moins ébloui. Au moment où Rome a commencé à s'effondrer, même le Colisée a commencé à ressembler aux nouvelles d'hier. Le sable et la pierre ne durent pas éternellement, et l'attention non plus. Pourtant, l'héritage a perduré. Aujourd'hui encore, nous nous souvenons du Colisée non pas comme d'un terrain de sport, mais comme d'un monument à la distance qu'une société est prête à parcourir pour un bon spectacle. Ce n'était pas juste, ce n'était pas gentil, mais c'était inoubliable. Parce que quand vous construisez une scène pour 50 000 personnes et que vous la remplissez de feu, de fer et de politique, eh bien, vous ne visez pas la subtilité, vous visez l'histoire. Imaginez que vous êtes un agriculteur dans l'ancienne Irlande. Nous sommes le 30 avril, et les vents changent. Vous regardez les collines ondoyantes et vous marmonnez, ouais, il est temps de mettre le feu à quelque chose à nouveau. Bienvenue à Beltane, l'ancien festival du feu celtique qui ne consistait pas seulement à célébrer le début de l'été, il s'agissait de survivre à l'été. Alors que les gens modernes peuvent sortir une bouteille de crème solaire et se plaindre de la chaleur, vos ancêtres étaient occupés à empiler du bois et à faire passer des vaches entre deux feux de joie rugissants. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que la fumée pouvait purifier, protéger et peut-être même impressionner les esprits locaux. Dans ce monde, le feu n'était pas qu'un outil pratique, c'était une force vive, un médiateur entre les royaumes. L'allumer n'était pas anodin, c'était sacré. Les druides, les MVP spirituels de la communauté, étaient responsables des flammes. Ils chantaient, gesticulaient de façon théâtrale, et finissaient par invoquer un feu de joie central connu sous le nom de Need Fire, à partir duquel chaque flamme domestique de la région était rallumée. Considérez cela comme un bouton de réinitialisation spirituelle, mais avec beaucoup plus d'étincelles et moins de manuels d'utilisation. Alors que les feux crépitaient, les villageois menaient leur bétail, oui, les vaches et les moutons, entre les flammes jumelles. Ça semble un peu excessif, mais c'était une assurance contre la maladie et le malheur. Vous voulez que votre bétail reste en bonne santé et productif? Faites-le défiler dans le feu. Vous voulez rester fertile? Faites un saut audacieux par-dessus les flammes vous-même. Rien n'est plus romantique qu'une légère sensation de brûlure. Et bien sûr, il y avait de la danse, nue ou vêtue, selon l'année et la quantité d'hydromel impliquée. Les couples pouvaient sauter les flammes ensemble pour sceller leur amour, tandis que les danseurs en solo espéraient susciter un entremise divin d'en haut.
Beltane n'était plus qu'un festival, c'était un rituel de transformation saisonnière, une poignée de main enflammée entre les mortels et l'autre monde. Et une fois que les feux s'éteignaient, les braises étaient éparpillées dans les champs, répandant la bénédiction de la flamme à travers le territoire. Maintenant, quittons les collines humides des terres celtiques et traversons le cœur aride et ensoleillé de l'ancienne Perse. Ici, le feu n'était pas quelque chose autour duquel on dansait en espérant que les moutons restent en bonne santé, c'était une présence divine, une force divine qu'il fallait nourrir, vénérer et surtout, sur laquelle il ne fallait absolument pas éternuer. Bienvenue dans le zoroastrisme, l'une des plus anciennes religions monothéistes du monde, où le feu n'était pas seulement sacré, il était la vérité elle-même. En fait, il l'appelait Atar, un symbole vivant d'Acha, l'ordre divin de l'univers. Ce qui signifiait que le feu n'était pas juste un invité serviable dans la cuisine, c'était un représentant lumineux de l'équilibre cosmique. Donc, pas de pression. La pièce maîtresse du culte était le temple du feu, où des prêtres, connus sous le nom de Mobed, entretenaient des flammes éternelles qui brûlaient depuis des années, parfois des siècles. Imaginez-les comme des concierges divins avec des robes, armés non pas d'extincteurs, mais de fagots de bois de santal et de plumes d'aigle pour un éventail délicat. L'idée était que cette flamme devait être maintenue vivante, intacte, non polluée, non perturbée. La laisser s'éteindre, c'était carrément une offense cosmique, un boups divin à une échelle légendaire. Ces rituels du feu ne se limitaient pas au culte statique non plus. Pendant les grandes fêtes comme Sadeh et Char Chamb-Suri, des communautés entières allumaient des feux de joie sur les places publiques pour célébrer la création, la renaissance et la bataille incessante entre la lumière et l'obscurité. Les gens sautaient par-dessus les feux tout en scandant des choses comme « Donne-moi ta couleur rouge »,« Emporte mon pâleur maladif », ce qui, soyons honnêtes, est en gros la version perse antique de « Nouvelle année, nouvel mois ». Les étincelles n'étaient pas que métaphoriques. À ces moments, le feu devenait un messager, portant les prières au ciel tout en éloignant les démons rôdeurs et toute mauvaise fortune qui aurait pu se cacher sous votre tapis. Même les rites funéraires évitaient que la flamme touche directement le mort. Pourquoi? Parce que cela le polluerait. Le feu devait rester propre, pur et sans jugement, comme un thérapeute éternel qui a tout vu, mais qui ne dit jamais un mot. Dans la vision perse des choses, le feu n'était pas quelque chose à apprivoiser, c'était un fil sacré reliant l'humanité au plan divin du cosmos. Une flamme chaleureuse et vacillante, oui, mais aussi un rappel ardent de garder votre âme et votre allumage en bon état. Maintenant, courons, littéralement, dans la Grèce antique, où les fêtes du feu n'étaient pas que des cérémonies saintes, c'étaient des compétitions athlétiques à part entière. Parce que quand les Grecs honoraient les dieux, ils ne se contentaient pas de prier, ils sprintaient avec du feu. La course au flambeau, ou lampadédromie, était l'événement phare. Imaginez un relais sacré où les coureurs se passaient des torches allumées comme des bâtons enflammés à travers Athènes. Et le but n'était pas que la vitesse, c'était de garder la flamme allumée. Si vous faisiez tomber votre torche ou la laissiez s'éteindre, disqualifié. Félicitations, vous avez échoué à la fois votre ville et le divin. Ces courses étaient organisées en l'honneur des dieux associés au feu et à la connaissance, Héphaïsto, le dieu forgeron, et Prométhée, le titan rebelle qui a volé le feu de l'Olympe et l'a donné à l'humanité. Un geste audacieux qui lui a valu une punition éternelle consistant à se faire picorer le foie par Zeus, ce qui, dans la mythologie grecque, compte comme une légère tape sur le poignet. La course au flambeau n'était pas que du sport, c'était du théâtre rituel. En gardant la flamme allumée, les coureurs symbolisaient l'endurance de la sagesse divine transmise aux mortels. Il ne suffisait pas de posséder le feu, il fallait prouver qu'on pouvait le porter sans cafouiller, comme un apprenti maladroit dans l'atelier d'Héphaïsto. Et ce n'était pas une promenade de santé décontractée dans les oliveraies. Les courses avaient souvent lieu la nuit, la seule lumière provenant des torchers enflammés rebondissant dans l'obscurité, projetant des ombres sur les temples, les colonnes et le bétail confus. L'impact visuel était intentionnel. Les dieux regardaient, et vous feriez mieux de faire en sorte que ça ait l'air épique. Il y avait aussi des couches symboliques plus profondes. Le don du feu de Prométhée n'était pas que de la chaleur ou du combustible pour cuisiner, il représentait l'intellect, la transformation, la rébellion. En l'honorant avec des courses au flambeau, les Grecs ne se contentaient pas de rejouer un mythe, ils se rappelaient subtilement leurs propres défis intelligents, leur poursuite de la civilisation, même si cela se faisait au prix d'un coup divin. Les gagnants recevaient une couronne ou une petite statue, peut-être même un pot d'huile d'olive, parce que c'est la Grèce dont on parle. Mais le vrai prix était la gloire, et peut-être une pause temporaire avec les dieux en colère qui frappaient vos récoltes. Alors la prochaine fois que vous voyez un relais de la flamme olympique moderne, sachez que ce n'est pas qu'une tradition sportive, c'est un écho vacillant de la vénération grecque pour le feu volé,
la rébellion cosmique est l'art intemporel de courir très vite tout en ne vous brûlant pas les sourcils. Des relais au flambeau grec, nous nous tournons maintenant vers l'Est, vers l'Inde ancienne, où le feu n'était pas volé aux dieux, il était le dieu. Rencontrez Agni, le dieu hindou du feu, qui n'était pas qu'une divinité de chaleur et de lumière, mais un facteur cosmique. Son rôle, livrer les offrandes de la terre aux cieux par le feu, avec une fiabilité parfaite. Pas de colis perdu, pas de ligne de service client. Dans les rituels védiques, les cérémonies sacrées de l'Inde ancienne, Agni était le pont entre les humains et les dieux. Toute prière qui valait son pesant de sel avait besoin de feu, et pas n'importe quel feu. Il devait être allumé correctement, nourri avec du beurre clarifié, du ghee, en gros, le nectar sacré de chaque rituel et accompagné de mantras. C'était ce qu'on appelait les yajnas, et ils étaient si importants que des prêtres consacraient leur vie entière à les maîtriser. Considérez cela comme une pyromanie spirituelle, mais avec beaucoup plus d'encens et moins de demandes d'indemnisation d'assurance. Dans un yajna typique, une fosse à feu sacré, appelée Avankunt, était construite, souvent avec des motifs géométriques complexes alignés sur les forces célestes. Le feu devait être amené à la vie par la friction ou des chants sacrés, pas une allumette en vue. Et une fois qu'il était allumé, Agni devenait vivant. Vous ne regardiez pas juste un feu, vous établissiez un contact visuel avec un dieu. Mais ce n'était pas qu'une affaire ponctuelle. Les ménages les plus pieux maintenaient des feux éternels allumés, des flammes qui ne s'éteignaient jamais, transmises de génération en génération. Si un feu s'éteignait, ce n'était pas juste gênant, c'était une urgence spirituelle. Certains croyaient même que cela pouvait perturber l'équilibre cosmique. Imaginez être le gars qui a accidentellement renversé de l'eau sur une flamme divine. Oups, ce ne suffit pas tout à fait. Les fêtes du feu comme Lori et Makara Sankranti ont plus tard évolué pour porter cet héritage védique dans les célébrations saisonnières, marquant les transitions agricoles avec des feux de joie, des chants et des offrandes. C'était de la joie enveloppée de fumée, de la purification d'encens dans les étincelles. Et contrairement à certaines traditions où le feu était maintenu à distance, ici, il était intime, vivant et profondément respecté. Agni n'était pas craint comme un incendie de forêt, il était honoré comme un ancêtre, un témoin de chaque vœu, chaque naissance, chaque âme qui passe. Si l'Inde ancienne considérait le feu comme un messager divin, l'Égypte ancienne le considérait comme le souffle même du dieu soleil lui-même. Ici, le feu n'était pas qu'un vacillement, il était l'autorité cosmique incarnée en Ra, le dieu soleil qui parcourait le ciel dans une barque solaire flamboyante. Et chaque nuit, il combattait un serpent du chaos dans le monde souterrain, alimenté entièrement par un feu céleste rayonnant. Pas de pression, Ra. Mais zoomons sur les rituels humains, car pendant que Ra s'occupait des trajets quotidiens solaires, les Égyptiens célébraient aussi avec la flamme. Le feu n'était pas utilisé pour la chaleur, c'était un symbole de purification, de protection et de renaissance. Les temples étaient conçus pour capter le soleil du matin dans leurs chambres les plus sombres, comme si les dieux eux-mêmes allumaient les lumières. Le rituel du feu le plus célèbre, la fête d'Opé ou le Whip René Festival, qui marquait le Nouvel An, n'était pas une simple situation de conte à rebours et de feux d'artifice, c'était un spectacle de plusieurs jours mettant en vedette des prêtres, de l'encens, des offrandes et surtout, des torches et cérémoniels portés en procession. Ce n'était pas juste pour le spectacle, le feu représentait l'énergie régénératrice de Ra revenant sur Terre, éloignant les ténèbres et les maladies. C'était comme une lutte contre les parasites spirituels, mais avec des pyrotechnies sacrées. Même dans les pratiques funéraires, le feu jouait un rôle crucial mais soigneusement géré. Les Égyptiens n'incinéraient pas, c'était un peu trop définitif pour eux, mais ils brûlaient de l'encens et des huiles sacrées pendant les rites funéraires. On croyait que la fumée s'élevant des offrandes transportait l'essence de l'âme vers le haut, l'aidant à voyager en toute sécurité dans l'au-delà. Et si le parfum plaisait aux dieux, encore mieux. Les prêtres entretenaient aussi des flammes éternelles dans les temples, en particulier ceux dédiés à Ra ou à sa fille de feu, Sekhmet, une déesse à tête de lion qu'on ne voulait vraiment pas contrarier. Les fêtes comprenaient des rituels du feu destinés à apaiser sa nature destructrice, et oui, cela impliquait parfois de la bière rouge qui ressemblait à du sang, parce que les dieux égyptiens aimaient le symbolisme et le drame légèrement théâtral. Le feu en Égypte n'était pas chaotique, il était ordonné, céleste, radiant. Il venait avec des rouleaux, des hymnes et des horaires complexes. Chaque étincelle avait un script. Maintenant, nous descendons dans les jungles et les hauts plateaux de l'ancienne Mésoamérique, où le feu ne symbolisait pas seulement la vie, il était le moteur du cosmos, et maintenir ce moteur en marche nécessitait un peu plus que des bougies et des pensées gentilles. Chez les Aztèques, les Mayas et les Zapotèques, le feu était une force sacrée qui gouvernait le temps, l'agriculture, voire le destin humain.
Mais ils ne rigolaient pas avec de simples fêtes, ils avaient des remises à zéro cosmique avec le feu. Entrés dans la cérémonie du nouveau feu, qui avait lieu tous les 52 ans lorsque le calendrier aztèque achevait son cycle sacré. Une sorte de Y2K cosmique, mais avec des enjeux plus importants et moins d'informaticiens. À l'approche de la date redoutée, tous les feux domestiques étaient éteints sur toute la terre. Les villes s'éteignaient, les gens détruisaient leurs biens, jeûnaient, priaient et supposaient que le monde pourrait prendre fin. Puis, à minuit, les prêtres montaient sur une colline sacrée et effectuaient un sacrifice de cœur. Ce n'est qu'après que le cœur ait été brûlé et que la nouvelle flamme ait été allumée sur la cavité thoracique, oui, vraiment, que le feu était déclaré renaître. De cette étincelle divine, chaque flamme domestique de l'Empire serait rallumée. Le feu était renaissance, continuité et validation cosmique. Si le feu ne parvenait pas à s'allumer, le soleil pourrait ne pas se lever à nouveau. Pas de pression. Dans la civilisation maya, le feu jouait également un rôle clé dans les dédicaces de temples et les rituels royaux. Les temples nouvellement construits étaient réveillés avec le feu. Ils brûlaient littéralement des offrandes dans la chambre centrale pour activer la structure, comme s'ils invitaient des locataires divins à emménager. Et si vous étiez un roi, votre accession au pouvoir nécessitait des rites du feu, y compris la combustion d'encens et parfois des saignées rituelles, juste pour montrer que vous étiez sérieux. Les apothèques étaient tout aussi engagés. Leur dieu du feu, Kokijo, était étroitement lié aux tempêtes et à la foudre, et les fêtes en son honneur comprenaient des feux de joie, des danses et parfois la combustion dramatique d'effigies symboliques, une sorte de pinata divine avec une personnalité inflammable. Dans toutes ces cultures, le feu était un dialogue avec les dieux, mais aussi une exigence. Il avait faim et avait besoin d'être nourri, non seulement avec des bûches ou de la résine de copal, mais avec des sacrifices. La fumée ne faisait pas que monter, elle parlait. Maintenant, naviguons dans le vaste Pacifique, où les îles parsèment l'océan comme des tremplins de feu. Pour les anciens Polynésiens, le feu n'était pas qu'une nécessité, c'était une histoire d'origine, un héritage divin transmis par des dieux qui vivaient à l'intérieur des montagnes. Au cœur de nombreuses croyances polynésiennes sur le feu se trouve la déesse Pélé, l'esprit tumultueux des volcans, particulièrement vénéré dans la mythologie hawaïenne. Ce n'était pas une déesse du foyer calme, entretenant doucement votre marmite, c'était une force de la nature flamboyante qui créait des îles avec sa lave, puis les détruisait dans une crise de rage divine. Respecter le feu dans cette culture n'était pas facultatif, c'était une question de survie. On disait que Pélé vivait dans le cratère Almahumau au sommet du Kilauea, l'un des volcans les plus actifs au monde. Quand il entrait en éruption, ce n'était pas une catastrophe naturelle, c'était Pélé qui s'exprimait. Les coulées de lave étaient considérées comme ces pas enflammés remodelant la terre selon la volonté divine. Les gens laissaient des offrandes près des cratères, des fleurs, de la nourriture, des chants, parfois même des cheveux ou des ongles, parce que quand une déesse refait littéralement la géographie, il est bon de rester dans ses bonnes grâces. Les fêtes du feu en Polynésie prenaient de nombreuses formes, mais l'une des plus fascinantes était le Siva-Afi, ou danse du couteau de feu, encore pratiquée dans des endroits comme les Samoa et les Tonga. À l'origine, une partie des rituels guerriers, la danse impliquait de faire tourner des couteaux enflammés tout en sautant, en faisant des pirouettes et en défiant le bon sens en général. Ce n'était pas que du spectacle, c'était une démonstration spirituelle. Le couteau de feu était considéré comme une extension de la force intérieure, une danse avec le pouvoir ancestral. Dans la vie quotidienne, les Polynésiens utilisaient le feu pour cuisiner dans des fours souterrains, éclairer les chemins pendant les cérémonies et communiquer avec le monde des esprits. Le feu était le pont entre le visible et l'invisible, le terrestre et le divin. Même les rites funéraires impliquaient des torchers et des chants sacrés guidant l'âme vers les royaumes ancestraux. À travers la mer, certains insulaires croyaient que les esprits ancestraux voyageaient sur la flamme, visible dans le scintillement des torchers ou la lueur des lucioles. Ignorer ou mal manipuler le feu, c'était risquer d'offenser à la fois les dieux et les fantômes. On pourrait penser que les terres glaciales de l'ancienne Scandinavie seraient trop froides et détrempées pour des rituels enflammés, mais les Nordiques avaient une relation avec le feu qui était tout sauf tiède. Dans un pays de fjords glacés et d'hivers éternels, le feu signifiait plus que du confort, il signifiait la survie, à la fois physique et spirituelle. Au cœur de la mythologie nordique se trouve une dualité cosmique, le feu et la glace. Le monde lui-même est né du choc entre Muspelheim, le royaume du feu, et Niflheim, la terre du gel. Lorsque les deux sont entrés en collision dans le vide primordial de Ginnungagap, des étincelles ont jailli, littéralement. Et de ce chaos est né le premier être, Ymir, et finalement les dieux. Donc, le feu n'était pas qu'essentiel, il était un créateur et un destructeur.
La figure du feu la plus crainte dans la mythologie nordique était Surtr, un géant du feu de Muspelheim qui, selon la prophétie, chevaucherait pendant Ragnarök, l'apocalypse nordique, avec une épée flamboyante à la main. Sa mission, brûler le monde en cendres. Vous pouvez comprendre pourquoi le feu n'était pas pris à la légère. À un niveau plus terrestre, les fêtes du feu marquaient les changements saisonniers, en particulier la fin de l'hiver et le retour du soleil. Les célébrations comme Yule, qui ont plus tard fusionné avec Noël, étaient profondément centrées sur le feu. De grandes bûches étaient brûlées pendant des jours, bûches de Yule, représentant la renaissance du soleil. Plus elles brûlaient longtemps, meilleure était votre chance pour l'année à venir. Allumer le feu de Yule n'était pas seulement confortable, c'était une assurance cosmique. Des feux de joie étaient également allumés pendant les fêtes du solstice d'été, où la lumière était à son apogée et les esprits erraient plus librement. Sauter par-dessus les flammes, une pratique partagée avec d'autres cultures, était censée accorder la protection, la fertilité et peut-être la capacité d'impressionner votre coup de cœur. Et en ce qui concerne la mort, le feu avait le dernier mot. Les funérailles vikings n'étaient pas toutes faites de dracars et de tirs à l'arc au ralenti. Mais oui, la crémation était courante, et on croyait que le feu libérait l'âme vers le Valhalla ou Folkvangr, les royaumes de l'au-delà des guerriers et des élus. Le feu purifiait, élevait et honorait. C'était une partie d'adieu, une partie de transformation et une partie d'éclat dramatique. À travers le monde antique, le feu n'était pas qu'un don de vie, il était un juge. Il pouvait réchauffer votre maison ou incinérer votre héritage. Pour de nombreuses cultures, le feu est devenu le test ultime, un outil de justice divine, de purification spirituelle et de jugement cosmique. Et contrairement aux tribunaux modernes, il n'y avait pas d'appel. Dans l'Inde ancienne, le feu n'était pas qu'un dieu, c'était aussi un témoin. Dans l'épopée du Ramayana, Sita, la femme du héros Rama, a dû subir une épreuve par le feu, littéralement, après avoir été kidnappée et secourue. Elle a marché à travers les flammes pour prouver sa pureté. Le feu, Agni lui-même, a émergé non pas avec un verdict de culpabilité, mais avec un signe de tête divin. Elle était indemne, et donc innocente. Un bazar chaud d'attente sexiste, oui, mais aussi un exemple de la façon dont le feu était considéré comme l'arbitre final de la vérité. Dans l'Europe médiévale et antique, des idées similaires ont pris racine dans les épreuves par le feu. Les criminels présumés, les sorcières ou les malheureux avec de la malchance étaient parfois soumis à des tests basés sur le feu, comme tenir un fer rouge ou marcher sur des charbons ardents. Si leurs blessures guérissaient proprement, ils étaient innocents. Sinon, eh bien, vous ne vouliez probablement pas être là pour les plaidoiries de clôture. Bien que ces épreuves n'aient pas été exactement spirituellement édifiantes, elles ont montré la croyance persistante que le feu pouvait révéler la volonté divine. Dans le zoroastrisme, l'une des plus anciennes, les notions de feu comme jugement ont émergé dans le concept du pont de Shimva, le point de passage vers l'au-delà. À la mort, les âmes marcheraient sur un pont aussi fin qu'une lame au-dessus d'une rivière de métal en fusion. Ceux qui avaient vécu avec droiture le trouveraient aussi doux que du lait chaud. Les méchants, disons juste qu'ils ont découvert que le métal divin n'a aucune pitié. Même les Aztèques, qui vénéraient le feu avec une dévotion méticuleuse, le considéraient comme une épreuve cyclique. Si leur cérémonie du nouveau feu échouait, le monde pourrait prendre fin. Le feu, autrefois un cadeau des dieux, pouvait aussi devenir leur méthode choisie de suppression cosmique. Cela maintenait l'humanité humble, et peut-être un peu inflammable. À travers toutes ces traditions, le feu est devenu un miroir. Ce que vous lui apportiez, la vérité, la culpabilité, la dévotion ou la peur, était ce qu'il révélait. Que ce soit dans les rites sacrés ou les épreuves terrifiantes, le feu était l'examen final de l'âme. Dans l'Égypte ancienne, payer des impôts n'était pas seulement un devoir économique, c'était pratiquement une obligation spirituelle. Le pharaon n'était pas un bureaucrate moyen, il était l'intermédiaire divin entre les dieux et les humains. Donc, quand il exigeait un tribut, ce n'était pas considéré comme de l'exploitation, c'était vu comme le maintien de l'équilibre cosmique, Maat, l'ordre sacré de l'univers. Rien de tel que d'être taxé par un dieu pour garder les choses en perspective. L'argent, tel que nous le connaissons, n'existait pas vraiment dans la société égyptienne primitive. Alors, comment le pharaon remplissait-il ses coffres royaux? Du grain, beaucoup de grain. L'inondation annuelle du Nil assurait des champs fertiles, et après la récolte, les scribes arrivaient, un bloc-notes à la main, ou plutôt un rouleau de papyrus, pour mesurer exactement ce que vous deviez. Ils utilisaient des cordes, des bâtons et quelque chose qui ressemblait à une calculatrice faite de frustration. Si votre terre produisait 10 sacs,
vous pouviez en devoir 3 à l'État. Ne pas payer? Pas une option. Vous pouviez perdre votre terre, votre bétail, ou vous retrouver mystérieusement volontaire pour un projet de meurtre de l'État. Parce que oui, vous pouviez aussi payer en travail. Les pyramides imposantes de Gizeh n'ont pas été construites par des extraterrestres ou des esclaves, elles ont été construites en partie par des contribuables. Si vous n'aviez pas assez de grains ou de marchandises, vous pouviez être enrôlé pour des travaux publics, transporter du calcaire, creuser des canaux d'irrigation ou construire le dernier sanctuaire à Horus. Félicitations, vous faites maintenant partie de l'initiative nationale d'infrastructure de l'Égypte. Tout le système était enregistré méticuleusement par les scribes, ces conservateurs de registres aux yeux perçants avec un monopole sur l'alphabétisation. Ils documentaient tout, de la quantité de blé que vous deviez à la question de savoir si votre âne était imposable. Oui, même les animaux pouvaient être taxés. Si ça bougeait et avait de la valeur, il y avait de fortes chances que l'État en veuille une part. Le système fiscal égyptien était centralisé, efficace et, au besoin, brutalement appliqué. Mais il était aussi flexible. Pendant les années de famine ou de mauvaises inondations, les percepteurs d'impôts pouvaient réduire les quotas. Pas par gentillesse nécessairement, mais parce que les agriculteurs morts ne paient pas d'impôts. Laissez aux Romains le soin de transformer les fonctions corporelles en actifs imposables. Dans l'empire tentaculaire des forums de marbre et des jeux de gladiateurs, la fiscalité était à la fois un art bureaucratique et une source de grognements légendaires. Vous pouviez être taxé pour la terre, les esclaves, les portées, oui, l'urine. Parce que rien ne dit au gouvernement efficace comme faire payer les gens pour faire pipi. Commençons par la fameuse taxe sur l'urine, ou vectigale urinée. Les urinoirs publics et les ateliers de Foulon ont collecté l'urine humaine, qui était ensuite utilisée, sans blague, comme source d'ammoniac pour blanchir les vêtements et tanner le cuir. Alors, quand l'empereur Vespasien s'est rendu compte que ce sous-produit corporel était chimiquement utile, il a fait ce que tout empereur responsable ferait, il a taxé les collecteurs. L'expression « l'argent n'a pas d'odeur », pécunia non olet, est née lorsque son fils Titus a remis en question la moralité d'une telle attaque. Vespasien lui a tendu une pièce de monnaie et lui a demandé si elle sentait. Ce n'était pas le cas. Argument réglé. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg impérial. Rome avait des taxes sur les fenêtres, pour encourager une architecture modeste. La possession d'esclaves était assortie de son propre tarif, et les droits de succession pouvaient raboter une part de ce que vous laissiez derrière vous. Il y avait même une taxe de vente, bien qu'elle ne s'applique qu'aux citoyens libres. Parce que si vous étiez réduit en esclavage, félicitations, vous étiez déjà une forme de propriété imposable. Les percepteurs d'impôts étaient appelés publicani, et disons simplement qu'ils ne gagnaient pas de concours de popularité. Ces intermédiaires payaient l'État à l'avance pour le droit de percevoir des impôts, puis pressaient les citoyens autant que possible pour réaliser un profit. Ils étaient l'équivalent antique d'une agence de recouvrement privée gérée par un fonds spéculatif. Et si vous refusiez de payer, des soldats pouvaient se présenter pour vous aider à vous convaincre. Malgré tout cela, la fiscalité romaine a financé des projets impressionnants, des aqueducs, des routes, des temples et des conquêtes militaires qui ont étendu l'empire de la Bretagne à la Syrie. On pourrait soutenir que les impôts romains ont construit la civilisation, et l'ont écrasée, selon l'endroit où vous vous trouviez. Et oui, des révoltes fiscales se sont produites. Les provinces gémissaient sous le poids du tribut, et plus d'une rébellion a commencé par les mots ô combien. Au cœur de la Mésoamérique, l'Empire aztèque a mis en place l'un des systèmes de tribus les plus élaborés et structurés que le monde ait jamais vu. Et non, ce n'était pas basé sur l'or ou les pièces de monnaie, il était alimenté par des fèves de cacao, des peaux de jaguar et des plumes si fines qu'elles faisaient paraître les rois européens sous-vêtus. Contrairement aux systèmes fiscaux modernes, la fiscalité aztèque était connue sous le nom de tribu, et elle fonctionnait comme une liste de souhaits impériale géante. L'empereur n'avait pas besoin de votre permission, il avait besoin des meilleurs produits de votre région, livrés régulièrement, et de préférence sans excuse. Chaque cité-État ou altepetl qui tombait sous le contrôle aztèque était tenu d'envoyer un tribut, enregistré méticuleusement par des scribes connus sous le nom de calpixques. Ces hommes transportaient des codex détaillés illustrant ce qui était dû. Pas des chiffres, mais des images, des piles de maïs, des piles de coton, des paquets d'obsidienne, oui, des sacs de fèves de cacao. Considérez cela comme une facture picturale de l'enfer. Les fèves de cacao étaient particulièrement précieuses, non seulement comme nourriture ou boisson, mais comme monnaie. Une poignée pouvait acheter un tamal, un manteau ou une nuit à l'exécution. Ils étaient tellement prisés que les contrefacteurs essayaient de les évider et de les remplir de terre. Audacieux, oui,
mais aussi un crime passible de la mort. L'IRS de Tenochtitlan ne plaisantait pas. Les articles de tribu pouvaient aller du délicieux, des dindes, du miel, au décoratif, du jade, de la poussière d'or, au carrément incommode, des bûches géantes transportées depuis des forêts à des kilomètres. Une province devait livrer régulièrement des costumes de guerriers brodés, avec des sandales prêtes au combat. Une autre s'était spécialisée dans les plumes d'oiseaux exotiques, qui étaient tissées en coiffe pour les nobles et les dieux. Imaginez essayer d'expliquer à votre village pourquoi votre charge fiscale est de 30 perroquets vivants et 2 peaux de jaguar. Désolé les enfants, c'est encore la journée de la chasse aux jaguars. Le non-paiement du tribut pouvait entraîner des représailles violentes. Les percepteurs d'impôts aztèques n'étaient pas timides, et les provinces rebelles étaient souvent accueillies par des rappels militaires. La conformité était une question de survie, pas de devoir civique. Malgré les conditions difficiles, le système de tribus maintenait l'empire prospère. La capitale, Tenochtitlan, était une ville de jardins flottants, de temples étincelants et de marchés débordants de marchandises, dont une grande partie était payée par le dos des villes tributaires. Dans la Chine ancienne, la fiscalité était moins une question de punition flamboyante ou de marchandises bizarres, et plus une question d'échelle pure. Avec une population de plusieurs dizaines de millions d'habitants et un empire qui semblait s'étendre à l'infini, la Chine a construit une machine fiscale bureaucratique si vaste et précise qu'elle ferait pleurer les sénateurs romains dans leur vin. Commençons par les bases, le riz et la main-d'œuvre. Pendant la dynastie Han, les paysans étaient l'épine dorsale économique, et ils payaient des impôts sous 3 formes principales, du grain, du tissu et du travail de corvée. Le grain remplissait les greniers de l'Empire, le tissu était remis aux fonctionnaires de l'État, et le travail, eh bien, cela signifiait des semaines ou des mois loin de chez soi à travailler sur des canaux, des routes ou la rénovation occasionnelle de la Grande Muraille. Considérez cela comme la saison des impôts, mais au lieu de la paperasse, vous transportez des briques à travers le désert de Gobi. Au fur et à mesure que l'Empire évoluait, ces impôts évoluaient aussi. La dynastie Tang a introduit le système des 2 impôts, qui était censé simplifier les choses. Il exigeait des paiements 2 fois par an, une fois en été et une fois en automne, calculés en fonction de la quantité de terre que vous possédiez et du nombre de personnes que vous aviez autour de vous à manger votre riz. En théorie, c'était juste. En pratique, les percepteurs d'impôts avaient une compréhension flexible de ce qui était juste. Et puis il y a eu la taxe sur le sel, le bâtisseur silencieux d'empire. Plutôt que de taxer tout le monde de la même manière, le gouvernement a frappé une lourde taxe sur le sel, une nécessité quotidienne. Tout le monde en avait besoin, surtout à une époque où il n'y avait pas de réfrigérateur. Et donc, l'État a fait fortune. Pendant des siècles, les recettes du sel ont financé des armées, des palais et des pensions de bureaucrates. Il n'est pas exagéré de dire que le sel a financé des dynasties. Mais la fiscalité ne consistait pas seulement à financer, elle consistait à contrôler. Le recensement était pratiquement une forme d'art, tout comme les arpentages de terre et les registres des ménages. L'objectif, savoir exactement combien de riz vous cultiviez, combien de fils vous aviez, et si vous cachiez un 2e bœuf derrière la grange. Bien sûr, tout n'était pas ordre et harmonie. Une fiscalité excessive était l'une des principales causes des révoltes paysannes, comme la rébellion des turbans jaunes, qui a explosé à la fin de la période des Han. Lorsque les agriculteurs meurent de faim et qu'on leur demande encore 30% de leur riz, de mauvaises choses ont tendance à se produire. Bien avant que les comptables modernes ne commencent à demander vos formulaires W2, les anciens Mésopotamiens inventaient déjà l'art raffiné de la fiscalité, avec des tablettes d'argile, des stylets en roseau et une tolérance absolument nulle pour les déductions créatives. Dans le pays entre le Tigre et l'Euphrate, les Sumériens, les Babyloniens et les Assyriens ont créé le premier système fiscal du monde, et avec lui, les premières plaintes enregistrées de l'histoire au sujet des impôts. Au lieu de formulaires papier, les scribes gravaient les registres fiscaux sur des tablettes d'argile molle. Ces tablettes cunéiformes, des milliers d'entre elles, documentaient tout, des contributions d'orge au dénombrement de bétail. Si vous pensez que votre bureau des impôts local est lent, essayez d'attendre que votre prélèvement d'orge soit enregistré par un homme griffonnant des symboles dans la boue. L'impôt de base était l'orge. Dans les premières cités-États comme Uruk et Lagash, les agriculteurs versaient une partie de leur récolte au temple ou au palais. Et les temples n'étaient pas que des centres religieux, ils étaient des plaques tournantes économiques à part entière, avec des agents des impôts, des entrepôts et des prêtres étonnamment sévères. Mais le grain n'était pas tout. Les Mésopotamiens taxaient les pêcheurs sur leurs prises, les commerçants sur leurs marchandises et les artisans sur leurs ateliers. Même les ânes n'étaient pas en sécurité. Si vous aviez un âne de travail ou une charrette, félicitations,
vous étiez maintenant une petite entreprise de transport imposable. Sous le roi babylonien Hammurabi, la fiscalité est devenue encore plus structurée. Son célèbre code juridique, l'un des plus anciens au monde, prévoyait des sanctions pour la fraude fiscale, les fonctionnaires qui surfacturaient et la triche du système. Dans certains cas, la punition n'était pas qu'une amende, c'était la mort ou la mutilation. Donc, si vous avez l'impression que votre formulaire d'impôt moderne est sévère, rappelez-vous au moins qu'il ne vient pas avec une amputation potentielle. Une caractéristique unique de la fiscalité mésopotamienne était son intégration dans les travaux publics. Les citoyens pouvaient payer des impôts en briques, en argent ou en travail, aidant à construire des canaux, des ziggourats et des murs de la ville. Si vous ne pouviez pas payer en marchandises, l'État pouvait prendre votre temps, ou le temps de vos enfants. Rien ne dit la responsabilité fiscale comme prêter votre enfant au temple pour une saison. Pourtant, malgré son âge, le système fiscal mésopotamien était remarquablement efficace. Il a aidé à gérer des villes tentaculaires, à financer des réseaux d'irrigation et à soutenir des armées. En d'autres termes, il a empêché toute l'opération de s'effondrer comme une brique de terre crue cuite au soleil. Dans la Grèce antique, les impôts étaient moins une question d'ordre étatique et plus une question de faire passer maladroitement la facture. Contrairement aux empires centralisés comme l'Égypte ou la Chine, de nombreuses cités-États grecs, en particulier Athènes, s'appuyaient sur un mélange de fierté civique, de pression sociale et bien, de stratégies d'évitement fiscal bien déguisées. Commençons par les bases, la fiscalité directe sur les citoyens était rare. Les citoyens athéniens ne payaient pas d'impôts sur le revenu comme nous le faisons aujourd'hui. Au lieu de cela, ils étaient censés contribuer à l'État par le biais de liturgie, une façon chic de dire « le riche, c'est ton tour de payer pour une pièce de théâtre, un navire de guerre ou un festival ». Ce n'était pas techniquement des impôts, mais essayer de dire non et de continuer à être invité à dîner. Pendant ce temps, les étrangers et les métèques, les résidents étrangers qui vivaient et travaillaient à Athènes, payaient des impôts. Ils étaient tenus de verser des frais de protection mensuels, qui couvraient le privilège de ne pas être un citoyen à part entière. Essentiellement, merci de vivre ici, maintenant craché au bassinet. Le commerce était une autre mine d'or. Les marchandises importées et exportées transitaient par le port animé du Pirée, et Athènes s'assurait d'en prendre sa part avec des taxes douanières, des péages et des frais d'amarrage. Vous pouviez taxer l'huile d'olive, le vin ou la poterie, mais pas les idées. Celles-ci circulaient librement dans la bouche des philosophes, qui avaient naturellement aussi des opinions sur la fiscalité. Platon croyait que les dirigeants devaient vivre modestement et servir l'État, et non en profiter. Aristote, toujours réaliste, considérait la fiscalité comme une partie nécessaire de la gouvernance, bien qu'il ait noté qu'une fiscalité excessive pouvait conduire à la rébellion. Pendant ce temps, l'Athénien moyen voulait juste que les percepteurs d'impôts restent loin de sa récolte de raisins. Ce qui nous amène aux vrais méchants de l'histoire, les fermiers d'impôts. Plutôt que de percevoir eux-mêmes les impôts, les États grecs vendaient aux enchères le droit de les percevoir. Le plus offrant payait l'État à l'avance, puis partait récupérer l'argent, plus beaucoup d'extra. Ces fermiers d'impôts étaient à peu près aussi populaires qu'une tunique mouillée lors d'un symposium. Malgré le chaos, le système a fonctionné plus ou moins. Les impôts ont financé des temples, des guerres, des routes et la démocratie elle-même, mais le ressentiment a couvé, en particulier chez les pauvres, et les abus fiscaux ont parfois conduit à l'indignation publique, à des poursuites judiciaires ou à l'exil. Bienvenue dans l'Empire Inca, où vous ne payez pas d'impôts avec de l'argent, ni même des fèves de cacao, vous payez avec vos mains, vos pieds et votre colonne vertébrale. Les Incas ont créé l'une des civilisations les plus impressionnantes des Amériques, s'étendant à travers les actuels Pérou, Équateur, Bolivie et Chili, et ils l'ont fait sans pièces de monnaie, sans marché ni sans langue écrite. Alors, comment ont-ils financé tout cela? Avec un système fiscal entièrement basé sur le travail, connu sous le nom de mita. La mita n'était pas une suggestion, c'était un service d'État obligatoire. Chaque citoyen malapte devait à l'Empire un nombre fixe de jours chaque année, généralement passé à construire des routes, à cultiver des terres de l'État, à extraire de l'argent ou à transporter des pierres pour des temples et des forteresses. Imaginez le formulaire d'impôt Inca comme un calendrier, pas une facture. Le génie du système de mita était son efficacité. Au lieu de centraliser tout en un seul endroit, l'Empire répartissait le travail à travers des milliers de communautés locales, appelées ayus. Chaque aïeul envoyait ses travailleurs lorsqu'on l'appelait, et en retour, l'Empire fournissait de la nourriture, des outils et un accès aux entrepôts communaux. Vous donniez votre temps et obteniez la survie. Besoin d'un pont au-dessus d'une gorge de montagne. La mita fournissait.
Besoin de centaines de kilomètres de routes pavées pour relier des villes comme Cusco et Machu Picchu? Mita. Vous voulez un temple massif en pierre où chaque bloc pèse autant qu'un bus? Oui, ça aussi. Mais les impôts ne s'arrêtaient pas aux muscles. On attendait également des citoyens qu'ils cultivent des cultures sur les terres appartenant à l'État, qu'ils élèvent des lamas pour le transport et qu'ils tissent du tissu pour l'armée et l'aristocratie. Des régions entières se sont spécialisées dans la production de maïs, de pommes de terre ou de textiles pour la redistribution. L'Empire stockait ses marchandises dans d'énormes entrepôts, les kolkas, stratégiquement placés le long des routes pour une utilisation en temps de famine ou de guerre. Contrairement à de nombreuses autres civilisations anciennes, les Incas n'utilisaient pas de percepteurs d'impôts au sens traditionnel. Au lieu de cela, les chefs locaux conservaient des quipus, des cordes nouées utilisées pour suivre le travail et la production. Ils n'avaient pas besoin d'écriture quand ils avaient le boulier fiscal le plus complexe au monde fait de ficelles. Et oui, la résistance existait. Après l'arrivée des Espagnols, ils ont coopté la mita pour un travail forcé dans les mines, qui est rapidement devenu exploiteur et mortel. Ce qui avait été un système de devoir communautaire est devenu un cauchemar. Pendant l'âge d'or islamique, du 8e au 13e siècle, les empires du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et de certaines parties de l'Europe ont mis en place certains des systèmes fiscaux les plus sophistiqués que le monde ait connus depuis Rome. Mais contrairement aux modèles antérieurs d'extraction brute, la fiscalité islamique était enveloppée de philosophie morale, de devoirs religieux et de tenues de livres méticuleuses. Au cœur de tout cela se trouvait la zaka, une taxe religieuse et l'un des 5 piliers de l'islam. Ce n'était pas juste un don, c'était obligatoire. Tout musulman apte devait donner environ 2,5% de sa richesse chaque année pour aider les pauvres, les endettés et les voyageurs dans le besoin. C'était une taxe conçue non pas pour financer des palais ou des armées, mais pour promouvoir la justice sociale, considérez-la comme le projet original de redistribution des richesses, avec une supervision divine. Mais la zaka n'était que le début. Il y avait aussi le karaï, une taxe foncière prélevée sur les non-musulmans qui cultivaient des terres conquises, et la jizya, un impôt de capitation payé par les non-musulmans en échange d'une protection et d'une exemption du service militaire. Ces taxes n'étaient pas arbitraires, elles étaient légalement définies, échelonnées en fonction de la richesse et, dans de nombreux cas, négociées entre les communautés et les dirigeants. Les non-musulmans pouvaient conserver leur religion et leurs coutumes locales, à condition qu'ils paient à temps. Pour gérer tout cela, les califats ont développé une classe professionnelle de scribes et de comptables. Ils tenaient des registres en écriture arabe, suivaient les marchés et émettaient des reçus. Le diwan, ou trésor public, n'était pas un coffre à pièces chaotique, mais une bureaucratie centralisée avec des commis formés et des formulaires normalisés. Considérez les feuilles Excel, mais sur du parchemin. Une caractéristique unique de la fiscalité islamique était son lien avec la réglementation du marché. Des fonctionnaires connus sous le nom de mutasib parcouraient les bazars pour assurer des prix équitables, des poids honnêtes et une conduite morale. Si vous essayez de cacher vos profits pour éviter la zaka, le mutasib pouvait apparaître avec une balance, un regard sévère et peut-être une citation du Coran. Et bien que la corruption ne soit pas inconnue, il y avait des audits réguliers et une responsabilité publique. Certains dirigeants, comme Oumar ibn al-Khattab, étaient connus pour marcher dans les rues déguisées, vérifiant que les charges fiscales n'écrasaient pas le peuple. À bien des égards, la fiscalité à l'âge d'or islamique équilibrait le profit avec la piété. Elle a construit des écoles, des hôpitaux, des bibliothèques et a favorisé une explosion intellectuelle qui a influencé l'Europe pendant des siècles. Dans l'Europe médiévale, payer des impôts consistait moins à remplir un devoir civique qu'à survivre à l'extorsion féodale avec la plupart de vos membres intacts. Alors que les rois et les nobles revendiquaient le droit divin, ce sont les paysans qui ont ressenti le poids de chaque pièce, poulet et balles de foin qui disparaissaient dans le wagon d'impôts. L'impôt médiéval le plus notoire, la dîme. Ce n'était pas un prélèvement imposé par l'État, mais un 10% obligatoire de vos revenus versés à l'Église. Cela signifiait qu'un 10e de vos récoltes, de votre bétail ou de vos poissons allait directement au monastère local. Refusez de payer? Vous ne vous soustrayez pas seulement aux impôts, vous risquiez la damnation éternelle. Il est difficile de discuter avec une taxe soutenue par la menace du feu de l'enfer. Viennent ensuite les droits féodaux. Si vous étiez un paysan, votre vie était essentiellement un service d'abonnement à votre seigneur. Vous payiez pour la terre que vous cultiviez, pour le moulin que vous utilisiez, pour le four où vous faisiez cuire votre pain. Vous vous mariez? C'était un droit. Vous avez hérité du champ de votre père? Un autre droit. Vous avez eu une récolte particulièrement bonne?
Attendez-vous à ce qu'un percepteur d'impôts souriant se présente à votre porte avec sa main tendue et une liste de nouveaux frais créatifs. En Angleterre, après la conquête normande, la fiscalité est devenue encore plus organisée et sinistre. Le Domesday Book, compilé sous Guillaume le Conquérant, était une enquête géante sur qui possédait quoi, jusqu'au nombre de cochons que vous aviez cachés dans le jardin. C'était essentiellement la lunette d'un tireur d'élite fiscale, et personne n'a échappé à son regard. Au XIIIe siècle, les rois ont découvert de nouvelles façons de collecter des fonds, en particulier pour la guerre. En France et en Angleterre, les monarques ont commencé à introduire des impôts directs sur le revenu et la propriété. Mais avec le pouvoir centralisé est venu le ressentiment. Les percepteurs d'impôts étaient souvent plus détestés que les armées ennemies, et lorsque l'État poussait trop loin, cela provoquait une révolte. La révolte des paysans anglais de 1381 a explosé en réponse à un impôt de capitation brutal, un droit fixe par personne, indépendamment de la richesse. C'était l'équivalent médiéval de faire payer à un seigneur et à un agriculteur le même montant et de s'attendre à ce que personne ne le remarque. Astérisque spoiler astérisque, ils l'ont remarqué. La fiscalité dans l'Europe médiévale était une marche sur une corde raide, assez pour financer les châteaux, les cathédrales et les croisades, mais pas tant que cela ne conduise pas à des fourches et au feu. Ainsi, des fèves de cacao à l'urine, du riz au travail forcé, la fiscalité ancienne ne concernait pas seulement l'économie, il s'agissait de pouvoir, de contrôle et du fil fragile entre les dirigeants et les gouvernés. Une pièce, un grain, une révolte à la fois. Pour les Vikings, la mort n'était pas la fin, c'était simplement le début d'un nouveau voyage. La vie était éphémère, imprévisible et souvent brutale, mais la mort, c'est là que la véritable aventure commençait. Et selon la façon dont vous avez vécu, ou plus important encore, la façon dont vous êtes mort, vous pouviez vous retrouver dans des destinations très différentes au-delà de la tombe. L'au-delà le plus convoité était le Valhalla, la salle dorée d'Odin, où les guerriers tués se rassemblaient pour festoyer, se battre et se préparer au Ragnarök, la fin de toute chose. Pour atteindre le Valhalla, cependant, vous deviez mourir au combat, idéalement en faisant quelque chose d'héroïque et de très sanglant. Si ce n'était pas au menu, il y avait encore Folkvangr, le royaume de la déesse Freya, qui avait le premier choix des déchus. On pense que sa salle était tout aussi prestigieuse, avec moins de blessures à la tête. Mais toutes les âmes n'allaient pas au paradis des guerriers. Ceux qui mouraient de maladie, de vieillesse ou sans assez d'éclat, erraient en enfer, le royaume sombre gouverné par la déesse du même nom. Contrairement aux interprétations modernes, l'enfer n'était pas nécessairement une punition, juste un au-delà plus discret, peut-être avec moins de cornes à boire et de champs de bataille. Avec une carte spirituelle aussi élaborée, il n'est pas surprenant que les rites funéraires vikings aient été des spectacles soigneusement mis en scène, une partie hommage, une partie système de guidage pour l'âme et une partie démonstration de force pour les vivants. Des funérailles bien exécutées montraient le respect, la richesse et le statut de la communauté. Des funérailles bâclées étaient une recette pour la hantise, la malchance ou pire, une âme déshonorée errant sans repos. Ces funérailles ne concernaient pas la fermeture, elles consistaient à assurer un passage vers le monde suivant et à prouver que le défunt comptait, tant dans la vie que dans la mort. Même les funérailles les plus humbles pouvaient inclure des offrandes de nourriture, d'armes et d'objets personnels pour équiper le défunt pour son voyage. Et pour l'élite, les Nordiques ne faisaient pas dans la demi-mesure. Les chefs, les guerriers et les nobles recevaient souvent de grands envois impliquant des navires, des flammes, des tertres funéraires, des sacrifices d'animaux et des cérémonies entières exécutées avec une précision glaçante. Le but n'était pas seulement d'honorer les morts, mais de cimenter leur héritage dans les sagas et dans la mémoire, car dans la culture viking, se souvenir de quelqu'un, c'était continuer à vivre. Les funérailles n'étaient pas le dernier chapitre, c'était la première page de l'au-delà. Dans la société viking, les morts n'étaient pas simplement jetés dans une fosse et oubliés, ils étaient préparés avec soin, intention et une touche de flair théâtral. Si la mort était un voyage, alors le défunt devait être habillé comme un voyageur et emballé comme tel. Une fois qu'une personne décédait, son corps était lavé, peigné et habillé avec ses plus beaux vêtements. Il ne s'agissait pas de vanité, mais de symbolisme. La propreté montrait le respect et les beaux vêtements aidaient à s'assurer que le défunt entrait dans le monde suivant avec honneur. Un chef pouvait être étendu dans une riche tunique de laine, son manteau bordé de fourrure. Une guerrière pouvait porter des robes brodées ornées de broches et de perles. Les bijoux n'étaient pas que pour le spectacle, ils étaient des bagages spirituels. Les armes étaient essentielles. Un guerrier pouvait être enterré avec son épée, sa hache ou sa lance, ainsi qu'un bouclier. Ce n'étaient pas des accessoires cérémoniels, c'étaient de vrais outils pour l'au-delà. Après tout,
si vous alliez vous battre toute la journée au Valhalla, vous voudriez votre lame préférée à vos côtés. Même les gens du peuple étaient parfois enterrés avec des couteaux ou des outils simples, ce qui suggère que l'utilité comptait autant que le statut. Les morts recevaient également des objets funéraires, des cornes à boire, des marmites, des peignes, des dés et parfois de la nourriture et de l'hydromel. C'est comme s'ils faisaient leur valise pour un très long voyage, avec quelques collations et un peu de divertissement. Ces objets servaient à des fins pratiques, religieuses et sentimentales. Dans certains cas, ils étaient délibérément brisés avant l'enterrement, une pratique qui pouvait avoir libéré l'esprit de l'objet pour une utilisation dans l'au-delà. Le rang social jouait un rôle important, plus la personne était riche ou importante, plus la préparation était élaborée. Il existe des témoignages de serviteurs ou d'esclaves sacrifiés pour rejoindre leur maître, bien que ceci soit rare et généralement réservé aux personnes de haut rang. C'était brutal, oui, mais dans la croyance viking, c'était un honneur d'accompagner son seigneur dans le monde suivant. Une fois le corps préparé, il était exposé pendant un certain temps, donnant à la communauté la chance de pleurer, de réfléchir et de dire au revoir. C'est également à ce moment que les rituels funéraires commenceraient sérieusement, des prières, des chants et même des contes ritualisés pour cimenter l'héritage du mort. Pour les Vikings, préparer les morts n'était pas une tâche sombre, c'était un acte d'amour, de respect et de responsabilité cosmique. Ils n'habillaient pas seulement un cadavre, ils armaient une âme pour le voyage au-delà. Quand la plupart des gens pensent aux funérailles vikings, ils imaginent un navire en flammes dérivant vers l'horizon, les voiles en feu transportant un guerrier vers le Valhalla. C'est une image brûlée dans la culture pop, cinématographique, dramatique et juste un peu irréalisable. Mais quelle était la précision? La réponse courte, en partie vraie, en partie licence poétique. Les Vikings avaient une relation profonde avec les navires. Ce n'étaient pas que des modes de transport, c'étaient des symboles de puissance, de statut et de vie elle-même. Être enterré dans un navire, ou même avec une partie de celui-ci, était l'adieu ultime pour les marins, les guerriers et les nobles. Cela représentait un retour à la mer, aux dieux ou au grand voyage à venir. Mais contrairement à la croyance populaire, la plupart des navires funéraires vikings n'étaient pas incendiés et poussés à la mer. Cette image provient probablement d'une combinaison de mythes médiévaux tardifs et de peintures romantiques du XIXe siècle. En réalité, les enterrements de navires complets étaient rares et coûteux. Quand ils se produisaient, le navire était généralement placé sur terre, le corps et les objets funéraires disposés à l'intérieur, et toute la structure était soit enterrée sous un monticule, soit incendiée sur place. L'un des exemples les plus célèbres est l'enterrement d'Osberg trouvé en Norvège. Il contenait un navire magnifiquement sculpté abritant deux femmes richement vêtues, entourées de textiles, de traîneaux et de sacrifices d'animaux. Pas de flammes, juste la terre et l'héritage. Un autre exemple, l'enterrement de Gokstad, contenait le corps d'un chef, ses armes, ses outils et même des chevaux sacrifiés. Encore une fois, pas d'eau, pas de feu, juste l'honneur et l'artisanat. Cela dit, il y avait des crémations impliquant des bateaux ou des représentations symboliques de ceux-ci. Dans certaines régions, des bateaux plus petits ou des contours en forme de bateaux faits de pierre étaient utilisés dans les cérémonies de crémation, la pile étant construite directement sur le navire. Ces événements étaient spectaculaires, sinon logistiquement simples. Brûler un bateau entier nécessitait beaucoup de bois, d'espace et de nerfs d'acier. Le feu n'était pas que pour le spectacle. Dans la croyance viking, le feu purifiait l'âme, envoyant la fumée vers le haut, aux dieux. Il empêchait également les morts de revenir en tant qu'esprits agités, une peur très réelle dans la mythologie nordique. Les funérailles vikings n'étaient pas que des affaires solennelles, elles étaient des investissements dans l'au-delà. Les morts n'étaient pas envoyés les mains vides, mais étaient chargés d'objets funéraires, une sorte de trousse de démarrage spirituel conçue pour assurer le confort, le statut et la survie dans le monde suivant. Commençons par l'essentiel. Presque tous les enterrements vikings, du simple agriculteur au puissant jarl, comprenaient des outils, des armes et des objets personnels. Un homme pouvait être enterré avec son épée, sa hache ou son arc. Une femme pouvait avoir des clés, des broches, des outils de tissage ou même des marmites. Ce n'étaient pas des bibelots symboliques, on croyait qu'ils étaient utilisés par l'âme après la mort, dans quel que soit le royaume où elle était liée, que ce soit le Valhalla ou l'enfer. Personne ne voulait se présenter désarmé ou sans biens domestiques appropriés. Les personnes plus riches recevaient des envois plus élaborés. Certains enterrements comprennent des cornes à boire, des jeux de société, des soies importées, des instruments de musique et des chariots ou des traîneaux entiers. Une femme dans le célèbre enterrement d'Osberg a été inhumée avec un chariot orné, 5 têtes d'animaux sculptées de façon complexe et des dizaines de textiles, assez pour ouvrir une boutique dans l'au-delà.
Mais ce qui distinguait vraiment les funérailles vikings, c'était leur utilisation du sacrifice animal. Les chevaux étaient des compagnons courants dans les enterrements d'élite, symbole de statut, de transport et de pouvoir. Les archéologues ont découvert des tombes avec plusieurs chevaux soigneusement disposés, clairement sacrifiés pour l'occasion. Des chiens, des faucons et même des bœufs font également des apparitions, chacun probablement choisi pour des raisons spirituelles ou symboliques spécifiques. Dans certains cas, les sacrifices s'étendaient au-delà des animaux. Des esclaves ou des serviteurs pouvaient être tués et enterrés à côté de leur maître. Ce n'était pas une cruauté désinvolte, c'était considéré comme une forme de loyauté ou de service, bien que d'un point de vue moderne, ce soit indéniablement sombre. Certains récits, comme celui d'Ahmad ibn Fadlan, décrivent des rituels choquants où une esclave était tuée rituellement pour accompagner un chef dans l'au-delà, croyant qu'elle continuerait à le servir dans la mort. Tout ce qui était placé dans la tombe, vivant ou inanimé, avait un but. Les Vikings croyaient que l'âme avait besoin de soutien, tout comme dans la vie. Les objets funéraires étaient des cadeaux, des provisions et une protection destinée à transporter le statut et la fonctionnalité à travers la division cosmique. Dans la culture viking, la mort n'emportait pas seulement quelqu'un du monde, elle y laissait une marque. Et cette marque était souvent massive, indubitable et visible à des kilomètres. Entrer dans le tertre funéraire, ou au Grand Vieux Norrois, une colline soigneusement aménagée au-dessus des morts pour honorer leur vie, leurs actes et, soyons honnêtes, leur position sociale. Ce n'étaient pas que des tas de terre, les tertres funéraires vikings étaient des monuments délibérés construits avec travail et soin. Le tertre d'un chef pouvait être élevé au-dessus d'un navire enterré ou d'une chambre en bois remplie d'objets funéraires et scellés avec des couches de pierre et de terre. Certains étaient couverts de gazon pour se fondre dans le paysage, d'autres laissés bruts et pierreux, un message permanent aux vivants, quelqu'un d'important repose ici. La taille du tertre comptait, plus le tertre était grand, plus l'héritage était grand. Ce n'étaient pas que des tombes, c'étaient des symboles de statut, des rappels visibles de la puissance, de la richesse et de l'ascendance d'une famille. Dans certains cas, les tertres étaient disposés selon des motifs spécifiques, formant des formes de navires ou des alignements rituels avec des événements célestes. Oui, les Vikings étaient pratiques, mais ils étaient aussi profondément symboliques. Ces tertres servaient également de servaient un rôle communautaire, ils devenaient des lieux sacrés, des lieux de souvenirs et de narration. Les familles pouvaient s'y rassembler pour des rituels saisonniers, des festins ou des serments. Le tertre funéraire devenait un pont entre les générations, entre les vivants et les morts. Et parfois, il ne se contentait pas d'enterrer une seule personne. Les tertres pouvaient contenir plusieurs tombes ajoutées au fil du temps, transformant un simple enterrement en un monument dynastique. De cette façon, la terre n'était pas seulement occupée par les vivants, elle était revendiquée par les morts, façonnant l'identité et la mémoire pendant des siècles. Tous les enterrements vikings n'étaient pas si grandioses. Les gens du peuple pouvaient recevoir des tombes plates ou de simples cercles de pierre, en particulier dans les régions où le sol et l'espace rendaient la construction de tertres irréalisables. Mais même ceux-ci avaient des soins, des objets funéraires, des restes de crémation et une orientation avec le soleil ou les étoiles. C'était un rappel que même dans une mort modeste, l'esprit viking cherchait un sens. Brûler ou enterrer, c'était le dilemme funéraire viking, et la réponse dépendait de la région, du statut, de l'époque et de la croyance. Alors que l'imagerie viking moderne a tendance à pencher fortement vers les flammes dramatiques et les adieux au feu, la vérité est plus nuancée. Les Vikings utilisaient à la fois la crémation et l'inhumation, souvent côte à côte dans les mêmes communautés. Commençons par la crémation. Dans les premières périodes vikings, en particulier en Suède et dans certaines parties du Danemark, la crémation était le rite dominant. Le corps était placé sur un bûcher funéraire entouré d'objets funéraires et mis à feu. Le feu n'était pas que destruction, il était purification, une libération spirituelle. La fumée montante emportait l'âme vers le haut, peut-être vers Odin, peut-être vers un autre royaume entièrement. Une fois les flammes éteintes, les cendres et les os carbonisés étaient soigneusement recueillis et soit enterrés dans une urne, soit dispersés dans une tombe en pierre. Mais la crémation ne consistait pas seulement à atteindre les dieux, elle servait également des objectifs pratiques. Dans les sociétés où l'espace était limité ou où les animaux sauvages représentaient une menace pour les tombes peu profondes, le feu avait du sens. Et n'ignorons pas l'aspect psychologique. La crémation assurait que les morts ne revenaient pas. Les mythes nordiques sont remplis d'esprits agités, de guerriers morts vivants et de revenants. Réduire un corps en cendres rendait la hantise moins probable. Au fil du temps, en particulier à la fin de l'ère viking, l'inhumation, l'enterrement de corps intacts, est devenue plus courante, en particulier sous l'influence croissante du christianisme.
L'inhumation était plus conforme aux idées chrétiennes de résurrection et de conservation corporelle. Mais même avant le christianisme, certaines communautés vikings préféraient l'enterrement dans des chambres, des navires ou des cercueils en bois, le corps étant exposé en grande tenue, entouré de marchandises, d'animaux et d'outils. Fait intéressant, les deux méthodes coexistaient souvent. Un chef pouvait être incinéré sur un bûcher, tandis que sa femme était enterrée à proximité. Ou la crémation pouvait être utilisée pour les guerriers, tandis que l'inhumation convenait aux agriculteurs et aux commerçants. Le choix pouvait refléter l'identité personnelle, la classe sociale ou la coutume régionale. Ce qui unissait les deux rites, c'était l'attention aux détails et l'honneur. Qu'ils soient transformés en fumée ou scellés sous un monticule, les morts vikings étaient traités avec révérence comme des voyageurs se dirigeant vers le monde suivant, quelle que soit la façon dont ils choisissaient d'y arriver. Les funérailles vikings n'étaient pas des affaires calmes, c'étaient des envois rituels pleins de chansons, de contes, de toasts et d'actes symboliques. Alors que le traitement physique du corps, brûlé, enterré, chargé dans des navires, était essentiel, les rituels des vivants étaient tout aussi importants. Bien mourir était une chose, mais être correctement commémoré, c'était l'immortalité. Au cœur de nombreuses funérailles vikings, il y avait des chansons et de la poésie. Les skalds, ou poètes, ont joué un rôle crucial dans la préservation de la mémoire du défunt. Ils ont composé des éloges funèbres et des versets funéraires racontant les actes de la personne, sa lignée, ses victoires et même ses particularités de personnalité. Ces versets n'étaient pas que lugubres, ils étaient épiques, moulant les morts dans le moule des héros de saga. Si vous n'étiez pas chanté à vos propres funérailles, étiez-vous même mort? Les funérailles vikings impliquaient également des toasts rituels, connus sous le nom de mini. Des cornes à boire étaient passées, l'hydromel coulait, et chaque toast honorait non seulement le défunt, mais les dieux, les ancêtres et le destin lui-même. C'étaient des moments solennels, mais aussi profondément sociaux, mêlant le deuil à la camaraderie. C'était le chagrin exprimé avec la lumière du feu et le miel fermenté. Des offrandes étaient faites sur le lieu de la tombe, parfois de la nourriture, parfois des armes, parfois des sacrifices de sang. En particulier les animaux pouvaient accompagner les funérailles, destinés à guider ou à soutenir l'âme dans l'au-delà. Ces rituels étaient souvent dirigés par un goti, un prêtre, ou une volva, une voyante, qui dirigeait des cérémonies avec des chants, des gestes symboliques et peut-être quelques incantations non imprimables. Dans les funérailles plus riches, des spectacles ritualisés avaient lieu. Ibn Fadlan, le diplomate arabe du Xe siècle, a décrit la célèbre inhumation d'un chef russe, probablement un homme du Nord installé le long de la Volga, qui impliquait des jours de préparation, des sacrifices d'animaux et le meurtre rituel d'une esclave qui s'est portée volontaire pour accompagner son maître. Bien qu'horrible selon les normes modernes, cela révèle le poids théâtral et religieux que les Vikings accordaient au rite de la mort. Enfin, des festins commémoratifs pouvaient avoir lieu des semaines plus tard. Ceux-ci servaient à régler les affaires, à redistribuer les biens et à honorer l'héritage. De nouveaux dirigeants pouvaient être nommés, des serments prêtés, des histoires racontées à nouveau. Pour les Vikings, la mort n'était pas qu'une perte, c'était une histoire à raconter, une chanson à chanter et une vie à célébrer avec le feu, la voix et la boisson. Alors que le feu consumait le corps et que la chanson portait l'âme, la pierre préservait le nom. Dans la société viking, la mémoire n'était pas laissée au hasard, elle était gravée lettre par lettre dans les os même de la terre. Et ainsi vint l'ascension de la pierre runique, l'une des traditions vikings les plus durables de toutes. Les pierres runiques n'étaient pas des pierres tombales au sens moderne. Vous ne placiez pas un petit marqueur à côté d'un terrain, vous érigiez un monument public destiné à être vu, lu et respecté. Ces pierres se dressaient le long des routes, près des ponts, au carrefour et à côté des tertres funéraires, des déclarations audacieuses de la vie et de l'héritage des morts. Les inscriptions étaient écrites en écriture runique, un alphabet utilisé dans tout le monde nordique. Certains étaient simples, Gunnar a érigé cette pierre en mémoire de son frère. D'autres étaient des épopées tentaculaires racontant des voyages, des batailles et des actes. Certains comprenaient même des malédictions pour quiconque osait défigurer ou déplacer la pierre. Si vous déplacez cette pierre, que vos os pourrissent et que votre bétail ne donne pas de lait. Les Vikings ne plaisantaient pas. Et bien que de nombreuses pierres aient honoré des guerriers et des chefs, d'autres ont commémoré des marchands, des voyageurs et même des femmes. Un exemple célèbre est celui des pierres de Jelling au Danemark, des pierres runiques massives érigées par le roi Harald Bluetooth pour honorer ses parents et déclarer la christianisation du Danemark. Elles mélangent la tradition païenne avec l'influence chrétienne émergente, montrant comment les pierres runiques se sont adaptées au fil du temps. L'acte de sculpter une pierre runique n'était pas bon marché, il fallait un maître des runes qualifié, du temps et un morceau de pierre important,
généralement du granit ou du grès. Mais la récompense était l'éternité. Élever une pierre unique, c'était dire, cette vie a compté, cette personne ne sera pas oubliée. Même des siècles plus tard, leurs mots parlent encore à travers le temps. Certaines pierres uniques comprenaient des images, des navires, des armes, des animaux ou des symboles de pouvoir. D'autres étaient plus abstraites, tordant des runes en forme de serpent ou en courbe de dragon. Le talent artistique était autant une déclaration que le message lui-même. Dans un monde de tradition orale où la plupart des histoires étaient transmises par la voix, la pierre unique était un ancrage physique, un rappel incontournable gravé dans le monde lui-même. Malgré toute leur force et leur stoïcisme, les Vikings avaient une crainte persistante que le feu, la pierre ou l'épée ne pouvaient pas facilement résoudre les morts qui ne resteraient pas morts. Parce que dans la croyance nordique, tous les esprits ne partaient pas paisiblement. Certains s'attardaient, certains revenaient et certains refusaient de partir du tout. C'étaient les Draugr, des morts agités qui se levaient de leur tombe avec des corps gonflés, des yeux brillants et une très mauvaise attitude. Ce n'étaient pas des fantômes vaporeux, ils étaient corporels, dangereux et rancuniers, connus pour écraser des os, briser des portes et parfois s'asseoir sur des personnes endormies comme un rocher de vengeance en sueur. La version viking d'un film d'horreur, sauf que vous pouviez réellement connaître le gars de votre village. Qu'est-ce qui a amené une personne à devenir un Draugr? Habituellement, une mauvaise mort ou une mauvaise vie. Les personnes avares, violentes ou déshonorantes étaient les principaux candidats. Il en était de même pour ceux qui avaient des affaires en suspens, de la jalousie, de la vengeance, une dette d'épée ou juste une haine profonde pour leurs proches. Des funérailles mal exécutées pouvaient également entraîner un esprit malheureux. Si les rites funéraires n'étaient pas exécutés correctement ou si les objets funéraires étaient volés, les morts pouvaient décider de revenir. Pour éviter cela, les funérailles vikings comprenaient des rituels de protection. Parfois, le corps était enterré avec de lourdes pierres placées sur le dessus pour littéralement l'épingler. D'autres tombes montrent des signes d'avoir été percés avec des lances ou des pieux, une stratégie de juste au cas où qui rendrait tout chasseur de vampires modernes fier. Dans les crémations, le corps était brûlé complètement, non seulement pour la purification, mais pour détruire la forme dans laquelle le Draugr pouvait revenir. Mais tous les morts errants n'étaient pas mauvais, certains étaient des esprits ancestraux offrant des conseils ou veillant sur les terres familiales. Ces esprits, appelés Fylgjur ou Disir, pouvaient être protecteurs s'ils étaient traités avec respect. Ils étaient souvent honorés avec des offrandes saisonnières et des prières silencieuses sur les sites d'enterrement. Même l'au-delà n'était pas exempte de tension. L'âme d'un guerrier pouvait passer l'éternité à se battre au Valhalla, ce qui semble glorieux jusqu'à ce que vous réalisiez que c'est une guerre éternelle sans week-end. Les Vikings ont embrassé l'idée de lutte, même après la mort. En fin de compte, la mort n'était jamais qu'une fin, c'était un début, un avertissement, une hantise et une histoire. Les morts n'étaient jamais complètement partis, ils s'attardaient dans la fumée, dans la chanson, dans la pierre et parfois dans des pas que vous ne vous attendiez pas à entendre derrière vous.